matin tout le monde. Bienvenue au lancement du 15e numéro du magazine Première en Affaires. On vit dans un contexte de pandémie depuis maintenant 2 ans. Pour les entrepreneurs, ce n'est pas toujours facile. C'est même parfois difficile. Mais ce matin, on vous présente de bonnes nouvelles. Dans la 3e édition du palmarès des entreprises au féminin, 110 entreprises de femmes ont franchi le cap de la croissance avec un chiffre d'affaires de 5 millions de dollars et plus. D'autres jeunes pousses deviendront les moteurs de la croissance économique du Québec. Une bonne nouvelle quand on a besoin d'un leadership plus flexible et plus bienveillant. Nous allons en discuter dans quelques instants avec 2 entrepreneurs qui ont su naviguer ce changement. J'aimerais d'abord remercier nos partenaires et nos alliés pour cette initiative. La CDPQ, la BDC, l'initiative Femmes de Banque Scotia, l'école de gestion John Molson de l'Université Concordia, l'Ordre des CPA du Québec, la Sun Life, EY, la Banque TD, Evol, le Réseau des femmes d'affaires du Québec et Léger. J'invite maintenant notre éditrice Isabelle Maréchal à commencer les échanges. Merci beaucoup, Déborah. Merci à vous toutes, vous tous d'être là avec nous aujourd'hui. On est très fébrile, très heureuse de vous présenter le 3e palmarès des entreprises au féminin. Je l'ai dans les mains, il est tout chaud. Peut-être nos abonnés l'ont-elles déjà reçu par la poste, sinon il sera en kiosque disponible dès ce vendredi. Le voici, le fameux palmarès numéro 3. C'est le 3e, effectivement. Comme Déborah vous le disait, 110 entreprises qui, aujourd'hui, sont à propriété féminine, sont gérées par des femmes et font partie de l'essor économique du Québec. Le but du palmarès, c'est très simple. Vous savez, depuis le début, on veut célébrer le succès des femmes qui sont en affaires au Québec. Mais je dirais plus largement, puis c'est vraiment la mission de Première en Affaires, c'est ce qui m'a donné envie de faire partie de cette belle initiative-là, c'est de célébrer le succès au féminin dans toutes ses facettes. En affaires ou pas en affaires, si vous êtes une femme et que vous êtes intéressée par tout ce qui se fait sur notre planète économique, à nous les femmes, notre espèce de girls club, on pourrait le dire comme ça. Les gars en ont un, nous autres aussi, on est en droit de s'en faire un. Bien, vous avez, avec Première en Affaires et Raison de plus, ce 3e palmarès, toutes les données. Puis on va y aller en détail tout à l'heure, vous allez voir, il y a des données fabuleuses. Ça nous renseigne beaucoup sur ce que font les femmes pour contribuer à l'essor économique du Québec. Il y a une douzaine de partenaires. Vous avez vu, Déborah les a nommés, ces partenaires qui sont essentiels à cette initiative et qui contribuent, bien sûr, au palmarès depuis 3 ans. On va les remercier tout au long de notre matinée au cours de ce lancement à travers des capsules que vous aurez l'occasion de voir passer entre nos échanges et entrevues. Notre grand partenaire présentateur, c'est la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Je vais d'ailleurs discuter tout à l'heure avec Catherine Sanson, qui est directrice principale communication et rayonnement Québec à la Caisse. On va regarder plus en détail, justement, les données de ce 3e palmarès. Ça regorge vraiment d'informations. On découvre plein de choses. Sincèrement, j'ai appris plein de choses sur les femmes qui sont en affaires au Québec, sur les entreprises qu'elles gèrent, sur les forces vives, sur les jeunes pousses, sur les grandes entreprises, sur les PME, petites et moyennes. Bref, je vous encourage à rester avec nous jusqu'à la fin. On le sait, vous et moi, je suis en affaires aussi, être une entrepreneur, être entrepreneur en général, mais être une femme entrepreneur, c'est pas un long fleuve tranquille. Et être en affaires, en fait, c'est une espèce de somme de plein d'affaires. C'est du travail, beaucoup de travail, on le sait, il faut se retrousser les manches, on dort pas beaucoup, on a parfois la nuit devient un autre moment de réflexion aussi pour prendre des décisions. Mais c'est souvent des rencontres, c'est des opportunités qu'on saisit, c'est de la chance aussi, une question de timing, et c'est beaucoup d'émotions. On aura l'occasion tout à l'heure d'avoir peut-être la recette du succès de 2 entrepreneurs avec lesquels j'aurai l'occasion de m'entretenir. Je vais vous présenter France Baudouin, qui est présidente de Pamplemousse Média, que vous connaissez parce que tous les samedis, elle nous projette en direct de son univers, ainsi qu'Élisabeth Bélanger, qui est fondatrice et présidente de Maison Orphée. Vous avez peut-être connu ses huiles et autres condiments. Toutes les 2 vont nous dire un peu comment elles gèrent ça au quotidien, le fait d'être une entrepreneur. Ce matin, on est en virtuel, que voulez-vous, pandémie oblige. On a bien failli être ailleurs, par exemple, puis on aurait aimé ça parce que c'était une belle place. On aurait dû être en présentiel, tout le monde, à la BDC. Mais
ce n'est pas parce que nous n'avons pas pu aller à la BDC que la BDC n'est pas venue à nous. La preuve, c'est que sa nouvelle présidente et chef de la direction, Isabelle Hudon, est avec moi ce matin. Merci beaucoup d'être là, Isabelle. Bonjour, Isabelle. Ça me fait plaisir d'être ici. Ça m'aurait fait plaisir de vous accueillir à notre siège social, mais ce n'est que partir un mot. Oui, hey, là, je te prends au mot. Il paraît que c'était une salle magnifique. Oui, ça aurait été magnifique. C'est au rez-de-chaussée, sur la place Ville-Marie, avec de grandes vitrines, mais on va créer de nombreuses occasions et opportunités de se réunir, femmes entrepreneurs, parce que c'est une grande priorité de BDC et on trouvera le moment propice, mais pour l'instant, tous nos bureaux sont fermés. Tu étais très contente ce matin de voir notre palmarès parce que Isabelle Hudon m'a dit qu'il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent dans nos pages qui sont déjà des clients de la BDC. Ouais. Regarde comme c'est bien fait. Non, mais premièrement, d'abord et avant tout, je veux saluer et féliciter Première en Affaires pour l'initiative. J'ai été partie un peu plus de 4 ans. J'ai pas vu les premières éditions. Partie du Canada, un peu plus de 4 ans. J'ai pas vu les premières éditions. C'est la 3e. Bon, premièrement, ce qui me rend très fière et où je vous félicite, Première en Affaires, c'est de rendre visibles les données, Oui. mais surtout, c'est de rendre visibles les femmes entrepreneurs. Pas parce qu'on ne les voit pas qu'il n'y en a pas, mais on est toujours un petit peu plus timide à se mettre sur la place publique. Les femmes, ce magazine comble cette timidité. En tout cas, C'est vrai, tu trouves les femmes entrepreneurs encore timides à s'afficher? On n'est pas moins ambitieuses, les femmes, que les hommes, mais on est beaucoup plus timides à déployer publiquement nos ambitions. Ensuite, ce qui me rend très fière, c'est de voir Anne-Marie à la une de votre magazine. Anne-Marie Trudeau. Anne-Marie Trudeau, qui est à la tête d'une entreprise bien connue et on est cliente sans trop le savoir, hein, parce qu'elle elle nous vend des ustensiles de cuisine et l'art de vivre. Je connais Anne-Marie depuis plus de 30 ans. J'ai eu des réflexions et des discussions avec Anne-Marie dans son parcours professionnel et sans trop dévoiler ces conversations-là, je vous dis, je suis extrêmement fière, pas seulement de la voir à la une, mais de la voir PDG. Et c'est important d'avoir ce modèle comme Anne-Marie Trudeau, les modèles comme toutes ces femmes qui sont dans le 3e palmarès des entreprises au féminin. Puis dans quelques minutes, on aura l'occasion d'aller plus en détail là, dans les données. C'est vrai que les données sont importantes. Isabelle, tu dis souvent, c'est quoi ta phrase que tu aimes? Il faut mesurer. Ce qui se mesure se réalise. Voilà. Alors, donc, c'est important de rendre les données visibles. C'est important également de rendre des objectifs visibles et bien sûr de les atteindre et pourquoi pas de les surpasser. Mais c'est extrêmement important ce que vous diffusez et ce que vous dévoilez ce matin. Premièrement, ça rend très tangible l'ambition féminine. Ça rend également très tangible, oui, la propriété, elle est féminine, mais ce sont des entreprises qui contribuent à notre économie. Donc, c'est extrêmement important, particulièrement à ce moment-ci où, et Déborah le disait, où on est en train de réfléchir à comment on relance cette économie. Oui. Et Déborah a utilisé un mot très important, la bienveillance. Et si on se posait la question, certaines femmes, il y a 5 ans, 10 ans, ou même il y a 2 ans, est-ce que c'est vraiment ma place? Moi, je peux vous dire que des leçons retenues de la pandémie, c'est qu'on a besoin d'empathie, on a besoin de bienveillance, on a besoin de parler de culture, de raison d'être, et c'est tout à fait en bon français dans notre sweet spot, les femmes. Ce qu'on apporte à la table, avoir la pensée de les répercussions des décisions sur ceux et celles qui nous entourent. Et je dois vous dire que je suis extrêmement fière également de voir que dans cette liste-là, BDC, entre autres, avec d'autres institutions financières, nous sommes au rendez-vous d'appuyer l'entrepreneurship féminin. Et vous ne serez pas surprise, et tu ne seras pas surprise, Isabelle, de savoir que c'est l'un des vecteurs stratégiques identifiés depuis mon arrivée, qui était déjà sur la table à dessin, mais je dois vous dire que sans surprise, à l'interne, l'équipe le savait bien, que j'allais mettre en haute priorité les femmes entrepreneurs
on se doit d'être beaucoup plus au rendez-vous et de comprendre surtout ce dont elles ont besoin. Oui. Et d'après toi, de quoi ont-elles besoin? Je pense surtout? qu'on approche les femmes entrepreneurs de la même façon qu'on approche les entrepreneurs en général. Et très souvent, on essaie de rentrer un rond dans un carré. Elles n'ont pas le même historique de crédit, elles n'ont pas la même expérience. Elles visent souvent d'autres objectifs et pas nécessairement la profitabilité d'abord et avant tout. Et ça, dans notre processus d'analyse, ça tord notre réalité un peu. Et je pense que c'est pas nécessairement... Ça fait du bien au milieu bancaire d'avoir une autre vision des choses. Non, mais je diminue pas l'importance de la profitabilité. Puis on parle de première en affaires. Il faut réaliser des profits pour pouvoir les réinjecter et bien s'occuper de nos talents également. Mais ce ne sont pas juste aux femmes entrepreneurs à s'adapter à nos façons de faire. Ouais. Je pense que les institutions financières et BDC, parce que le D de BDC est développement, on doit également être beaucoup plus à l'écoute des femmes entrepreneurs pour s'assurer qu'on adapte aussi notre processus. Écoute, merci. Ça doit être Vraiment, c'est du bonbon pour celles qui nous écoutent parce que sans doute que tu vas peut-être avoir des téléphones à la BDC. J'espère que j'en aurai parce qu'il n'y a rien de mieux que d'être collé à la réalité de nos clients et clientes pour toujours se garder plus que pertinente comme organisation. Isabelle Hudon, merci beaucoup. Merci de ton soutien indéfectible, du soutien de la BDC à Première en Affaires et à ce 3e palmarès. Et je vous encourage à lire cette entrevue que nous avons réalisée, Isabelle et moi, dans le magazine Première en Affaires qui sort donc ce vendredi. Merci beaucoup, Isabelle. Merci, un plaisir d'être ici avec toi, Isabelle. Je vous disais qu'au cours de cet événement, ce lancement de ce 3e palmarès, vous aurez l'occasion de voir des capsules de nos partenaires sans qui on ne serait pas là ce matin. En voici une première. Bonjour. Avec l'initiative Femmes de la Banque Scotia, notre objectif est de soutenir les entreprises détenues et dirigées par les femmes, et ce, à travers le Canada. Nous fêtions le 6 décembre dernier notre 3e anniversaire et depuis l'inception de ce programme, c'est plus de 3 milliards de dollars qui ont été investis dans les entreprises détenues et dirigées par les femmes à travers le pays. Au Québec, nous sommes extrêmement fiers de nos nombreux partenariats, dont celui-ci avec Première en Affaires. Nous sommes ravis d'être un partenaire pour la 2e année de cet important palmarès. Donc, plusieurs d'entre vous sont ici à nous écouter. Vous êtes 110 visionnaires des entreprises apparaissant à cette édition du palmarès. Félicitations, vous faites tourner l'économie du Québec. On a besoin de vous. Vous êtes ces modèles qui font propulser vraiment notre société et on vous félicite vraiment sincèrement. Donc, bravo. Merci beaucoup à Première en Affaires pour cette grande et belle initiative, à tous les partenaires qui soutiennent le palmarès et on se souhaite une année en santé, remplie d'impact et de beaux projets que nous allons continuer à propulser ensemble. Merci beaucoup et bon événement. Merci. Merci beaucoup, Anna, pour ces bons vœux. Merci du soutien. Nous sommes, je vous le rappelle, en direct du lancement du 3e palmarès des entreprises au féminin. Je vous présente tout de suite Catherine Sanson. Catherine est directrice principale communication et rayonnement Québec à la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Je tiens à souligner que la Caisse est un partenaire de premier plan de ce palmarès. Puis on peut même dire, puis ça, c'est depuis la première édition en 2019, on peut même dire qu'il y a un peu de la Caisse dans le palmarès puisque Catherine a contribué à le créer avec notre rédactrice en chef, Déborah Lévy. Alors, Catherine, merci d'être là. C'est un très grand plaisir, Isabelle. Vraiment. Merci beaucoup de m'accueillir. Et justement, tu es très bien placée, Catherine, pour nous expliquer quelles ont été les motivations au départ là, pour l'existence, pour créer ce palmarès. Pourquoi c'était une espèce de produit obligé pour toi? Oui, effectivement. Bien, en fait, merci de m'accorder beaucoup de crédit pour cette initiative, mais j'en profite également pour remercier mon équipe qui est très certainement à l'écoute. Donc, il y a toute une équipe à la Caisse qui s'intéresse à la question de l'entrepreneuriat féminin. Ouais. Parce qu'en fait, ça fait partie de nos priorités.
en termes de soutien au développement économique du Québec. Et on est donc très fiers de participer au palmarès, et ce, depuis sa toute première édition, comme tu l'as si bien mentionné, Isabelle. En fait, on s'est intéressé à l'entrepreneuriat féminin, puis ça, à travers une étude qui s'appelle l'Indice entrepreneurial québécois, qui est présenté à chaque année par la Fondation de l'entrepreneurship. Et ce qu'on a pu constater au fil des ans, c'est que l'entrepreneuriat, en général au Québec, avait beaucoup plus d'attrait pour l'ensemble même de la population, que ce soit les hommes ou les femmes. Et donc, naturellement, il y avait plus de femmes intéressées à nécessairement se lancer en affaires ou vraiment faire des démarches pour démarrer une entreprise. Mais l'indicateur où il n'y avait pas beaucoup de mouvement, et c'est ça qu'on a essayé, c'est sur ça qu'on essaie de travailler en ce moment avec une initiative qui nous est propre, c'est vraiment le pourcentage de femmes entrepreneurs qui sont à la tête de grandes entreprises. Donc, on parle de chiffre d'affaires au-dessus de 5 millions de dollars. Et ce qu'on s'est dit, nous, à la Caisse, c'est ce serait intéressant, en fait, de regrouper ces chefs de file. Notre initiative s'appelle Chefs de file et on les nomme aussi très affectueusement nos chefs de file, chefs au féminin, je tiens à le souligner, FFE. Donc, on a créé une initiative justement pour leur apporter du soutien, de la formation, de l'accompagnement, parce que la réalité de lancer une entreprise nécessite évidemment un certain nombre de ressources. C'est autre chose de générer de la croissance. Ouais. Et donc, le palmarès est un complément, si on veut, à nos actions en matière de faire rayonner l'entrepreneuriat féminin, rayonner le succès des grandes entreprises au féminin. Et puis, Mme Hudon l'a mentionné juste avant moi, faire rayonner des succès, évidemment que ça crée d'abord, évidemment, des modèles inspirants vont en inspirer d'autres à se lancer, mais celles qui sont déjà en affaires, on souhaite aussi qu'elles poursuivent leur croissance. Ouais. Et nécessairement, je pense qu'avec le palmarès, on a une idée aussi beaucoup plus complète aujourd'hui de ce qui compose le tissu économique québécois, parce que les classements traditionnels ont malheureusement tendance à montrer peu de modèles féminins. Alors là, on les met de l'avant avec tout le mérite qui leur revient. Et c'est tellement important, les modèles, en fait, parce que ça nous montre qu'on est aussi capable. Quand on voit plein de femmes, puis c'est ça qui est fabuleux dans le palmarès, encore une fois, cette année, 110 entreprises qui sont à propriété féminine, qui font plus de 5 millions de dollars, qui sont donc dans plusieurs catégories, on va le voir ensemble. Mais ces modèles-là ont un effet d'entraînement aussi. Des palmarès, il y en a, hein? On en voit de plus en plus, des palmarès, même qui incluent, qui montrent ce que font les femmes. En quoi celui-ci se distingue, Catherine? Ce qu'on a voulu faire, en fait, c'est de répertorier un ensemble d'entreprises. Alors, ce n'est pas un classement au sens propre où ces femmes-là ne sont pas en compétition contre elles-mêmes. On a créé 3 catégories pour pouvoir les regrouper selon, donc, le niveau de chiffre d'affaires qu'elles atteignent. Alors, il y a la catégorie des 50 millions et plus, entre 10 et 50 millions et entre 5 et 10 millions. Et ce qu'on souhaitait faire aussi, je vous invite d'ailleurs à vous procurer le magazine, j'espère que ça a été bien compris. Vous allez retrouver des portraits d'entrepreneurs qui vont vous raconter leur histoire, leur cheminement et tout ça, mais on met aussi en valeur des chiffres. On a parlé tantôt justement de ce qui se mesure s'améliore, mais pour qualifier la performance d'une entreprise, on a besoin de chiffres. Alors, on répertorie, par exemple, évidemment, on a mentionné le chiffre d'affaires, mais aussi le nombre d'employés, les différents secteurs d'activité dans lesquels ces entreprises-là sont actives. C'est intéressant aussi la notion de durée de vie des entreprises, on pourra y revenir. Et puis, donc, on peut, avec ces données-là, être en mesure de mieux comprendre la nature de ces entreprises, leur performance et, si on veut, finalement, les piliers qui font en sorte que ce sont des entreprises qui vont, on l'espère, continuer de générer de la croissance, durer, évoluer. On le souhaite, bien évidemment. Oui. Puis là, la pérennité, on la voit justement dans les faits saillants. Allons-y, là, un peu plus dans le détail des données, parce que moi, c'est mon premier palmarès comme éditrice, mais je suis ravie parce que je découvre vraiment plein de choses. Et c'est très éducatif, Catherine. Je trouve vraiment qu'on en apprend beaucoup sur les régions, sur le nombre d'années en moyenne que les femmes sont propriétaires. Donc, allons-y un peu, même au niveau de l'âge des générations. Qu'est-ce qui ressort comme constat? Puis je dirais même globalement sur les 3 années. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme constat? Bien voilà, nous aussi, après 3 ans, on est très, très heureux de réaliser que, d'abord, on va rejoindre plus d'entreprises qu'auparavant. Il faut comprendre que c'est une démarche volontaire. Donc, les entrepreneurs vont d'elles-mêmes remplir le questionnaire et puis, d'emblée, soumettre leur candidature. Je les remercie, d'ailleurs, pour être aussi nombreuses au rendez-vous. Donc, à la première édition, on avait 75 PME. On en a aujourd'hui 110.
Et donc, on a plus d'entreprises dans toutes les catégories. Des fois, on pense que les grandes entreprises au Québec, là, celles qui font 50 millions et plus, on les connaît toutes. Eh bien, force est de constater qu'en 3 ans, il y en a de nouvelles qui se sont ajoutées. Et ça souligne aussi que notre palmarès a une plus grande notoriété qu'auparavant. Je vous encourage d'ailleurs à en faire la promotion sur les réseaux sociaux. Ne gênez-vous pas, partagez, aimez, parlez-en autour de vous. Alors, quelques faits saillants. Donc, 110 entreprises, je l'ai mentionné cette année, 37 nouvelles, et comme je vous dis, 37 réparties à travers nos 3 catégories. Un pourcentage intéressant d'entreprises à l'extérieur de Montréal, 37 %. Donc, ça veut dire que les régions sont très bien représentées aussi. 16 régions, donc on couvre pratiquement l'ensemble du Québec. Grande diversité de secteurs d'activité. Ça aussi, c'est intéressant parce qu'il y a certains clichés, si on veut, qui sont attribués à l'entrepreneuriat féminin, comme si les femmes, on était seulement dans des secteurs féminins. Oui. Non, mais par exemple, on n'est pas seulement dans la mode ou dans ce qui serait des services, justement. Il y a des entreprises en agriculture, production manufacturière. Donc, au niveau des générations, mesdames, il y a plusieurs de nos femmes entrepreneurs qui ont dévoilé leur âge, je dois le souligner, merci, mais qui sont entre 45 et 54 ans. Donc, la durée de vie d'une entreprise, veut pas, ça vient aussi avec une certaine pérennité, ça vient avec un certain nombre d'années d'expérience. Alors, c'est un autre fait intéressant. Et on a aussi, ça c'est très important pour l'économie du Québec, plusieurs repreneurs, c'est-à-dire que des entrepreneurs qui ont soit repris une entreprise familiale, soit carrément acheté une entreprise d'un tiers. Et c'est très important, ça, de considérer que devenir entrepreneur, c'est pas juste d'avoir une idée puis de lancer une entreprise. Ça peut être aussi de racheter une entreprise et, évidemment, ce qu'on souhaite, c'est d'amener cette entreprise-là plus loin. Et c'est là où la BDC, la Caisse de dépôt et d'autres institutions financières peuvent venir en soutien à ces femmes entrepreneurs qui souhaitent devenir donc propriétaires d'une entreprise existante. La reprise d'entreprise, là, ça va être un enjeu important au Québec en général, je pense, au cours des prochaines années. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces jeunes pousses là, qui nous regardent ce matin, qui t'écoutent, oui, Catherine, qui vont lire le palmarès, qui aimeraient peut-être être dans le palmarès, dans la 4e édition l'année prochaine du palmarès? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Bien, on sait que pour certaines jeunes entrepreneurs ou jeunes entreprises, notre palmarès est devenu d'une certaine façon... puis c'est ce qu'on souhaitait aussi, là, une source de motivation en se disant, bien, je pourrais soit m'y inscrire puisque mes revenus me le permettent ou carrément changer de catégorie. Alors, c'est vraiment un des objectifs qu'on s'était fixé, on l'a dit, là, l'idée de créer de l'émulation, créer de l'inspiration. Évidemment, je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, la croissance, c'est dans la durée, c'est dans le temps. Alors, on vous encourage évidemment à aller chercher autour de vous les opportunités qui s'offrent en ce moment pour l'entrepreneuriat féminin. Il y a à la fois des programmes de financement, des programmes d'accompagnement. Toutes les institutions financières ont des programmes qui soutiennent l'entrepreneuriat féminin, que ce soit pour du repreneuriat, pour que ce soit de la croissance. Et il y a aussi un momentum en ce moment autour de l'achat local. Alors, c'est très important aussi de s'afficher comme une entreprise québécoise. On le sait, les chaînes d'approvisionnement ont été fortement affectées par la crise. Je pense que nos invités tout à l'heure vont pouvoir vous en parler de ce qu'elles vivent. Alors, profitez du momentum, de vous afficher comme une femme entrepreneur et de vous afficher comme une entreprise locale. Et ça va certainement générer des opportunités de croissance, de développement, de nouvelles ventes autour d'un bassin d'entreprises, évidemment, au Québec. Alors, je vous invite donc à sortir de l'ombre et à profiter de la situation actuelle. On le sait que le contexte a un certain niveau d'incertitude, mais il y a aussi plusieurs opportunités en ce moment pour développer vos affaires, faire croître votre entreprise. Il y a justement, dans le palmarès, il y a évidemment il y a des statistiques complémentaires. Si ça vous intéresse d'ailleurs d'avoir le détail, il y a moyen de partager peut-être des fichiers. Il y a un fichier Excel qui peut être partagé, Catherine? Oui, on va en parler justement avec l'équipe de Première en Affaires. On fait un lancement aujourd'hui, mais on va continuer d'en parler. Vous pouvez être certain que ce palmarès-là, on y tient. Et puis, on travaille déjà sur l'édition de l'année prochaine. Oui, et puis vraiment, c'est intéressant. Dans les entreprises de 50 millions et plus, là, on parle de 37 nouvelles entreprises cette année. On en découvre 3 nouvelles dans le palmarès. Puis il y a le désir de changer de catégorie aussi. Tu sais, quand tu es entre 5 et 10... Bien sûr! Hein? C'est ça. Non, mais c'est le fun de donner des petits défis comme ça. Effectivement. Tu as parlé de la pandémie, Isabelle Hudon en parlait, puis bien sûr, on est dedans encore. Bon, il y avait une conférence de presse du premier ministre hier qui nous encourage, donc, tout en nous disant d'y aller mollo. Qu'est-ce qu'on peut dire? Quand on est en affaires, on ne veut pas forcément y aller mollo.
Donc, qu'est-ce qu'on peut dire pour encourager les entrepreneurs qui nous écoutent ce matin, Catherine? Bien, encore une fois, Mme Hudon l'a mentionné au départ, tout à l'heure dans son entretien. Je pense que les femmes entrepreneurs ont une vision souvent plus sur la durée, sur la pérennité. Donc, c'est sûr que une croissance accélérée, ça peut être souhaitable. Il y a des modèles d'affaires plus propices à ça que d'autres. Mais je pense quand même qu'il faut se donner les moyens d'avoir une vision moyen terme, peut-être pas long terme, parce que dans un contexte d'incertitude, des fois, c'est difficile de se projeter dans l'avenir sur une trop longue période. Mais sur une vision moyen terme, dans un contexte, comme je le disais, où il y a plusieurs opportunités qui vous sont offertes, à la fois pour des programmes de financement, pour des programmes d'accompagnement. C'est important aussi de mentionner le réseau. Le fait de sortir de l'ombre, de s'afficher, c'est aussi parfois le fait de découvrir des entrepreneurs qui vivent la même réalité. C'est ce que nous, dans Chef de file, on essaie de faire aussi. Vraiment créer des cellules de co-développement entre entrepreneurs qui peuvent se soutenir, ne serait-ce que moralement. C'est déjà beaucoup, dans le contexte actuel, d'avoir un certain soutien moral. Et je suis persuadée que les entrepreneurs invités vont pouvoir t'en parler tantôt, Isabelle. Le fait d'être capable d'avoir l'avis d'une autre entrepreneur. La vie d'une entrepreneur est un peu particulière, beaucoup de responsabilités à porter, beaucoup de chapeaux. Et le fait d'avoir un certain feedback, d'avoir des conseils, un certain bouche à oreille, ça peut être d'une grande aide. Alors, joignez-vous aussi à des réseaux dans lesquels vous pouvez aller trouver des ressources qui vous permettent, j'ai envie de dire, de souffler un peu, d'aller retrouver de la confiance. Et encore une fois, quand vous vivez des moments difficiles, gardez les yeux sur cette espèce d'horizon moyen terme où il y a des opportunités qui vont s'en venir. Et puis, la vie d'une entreprise, c'est pas un long fleuve tranquille. Non, exactement. Puis c'est la force des échanges, un peu comme ce qu'on a ce matin. C'est-à-dire que quand on voit ce que vivent les autres, bien, on se sent un peu moins tout seul. Voilà. Et puis, vous seriez étonné de la générosité des entrepreneurs pour celles, des fois, qui se gardent une petite gêne de contacter quelqu'un. Il y a un très gros réseau au Québec d'entraide, de soutien. Les gens se voient comme des compétiteurs quand on est entrepreneur, mais chacune des organisations, c'est tellement spécifique, les enjeux sont tellement spécifiques. Prenez le téléphone, vidéoconférence, peu importe, mais n'hésitez pas à contacter des entrepreneurs autour de vous. Vous pourriez être étonné de ces conversations-là, où est-ce que ça pourrait vous mener. Tout à fait. Catherine Sanson, merci. Merci d'être avec nous dans un grand plaisir, ce palmarès des entreprises au féminin. On a déjà hâte à l'année prochaine pour voir quelles sont les en présentiel. Oui, en présentiel. L'année prochaine. Tellement. Merci beaucoup, Catherine, de ton soutien. Merci, bien sûr, à la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Voici une capsule de nos autres partenaires financiers. Bravo aux 110 entreprises qui se hissent au palmarès cette année. Grâce à la collaboration de l'École de gestion John Molson, à des initiatives comme celle du palmarès de premières en affaires, nous contribuons à bâtir un écosystème fort pour les femmes en affaires. On le sait, la pandémie a bouleversé le quotidien des femmes et menace des avancées qui ne sont pas encore assez solides. Il faut donc rester vigilants et continuer de se donner des outils pour ne pas perdre nos acquis et promouvoir le rôle des femmes au sein des entreprises. Le leadership au féminin a réussi, au sein de plusieurs organisations, villes et pays, à aider les communautés à mieux passer à travers cette crise qui persiste encore malheureusement. L'École de gestion John Molson vient tout juste de lancer le nouveau centre d'entrepreneuriat et de gestion au féminin grâce à un don fort généreux de Barry F. Lorenzetti de BFL Canada. Ce centre de recherche nous permettra d'identifier les meilleures pratiques en leadership pour ainsi mieux accompagner les femmes à réaliser leur plein potentiel. À toutes celles qui sont avec nous ce matin et à toutes les femmes d'affaires qui apparaissent dans les pages du magazine, bravo! Merci de nous inspirer et de donner un sens à notre engagement. Bon visionnement. InnoCentre accompagne les femmes en affaires grâce à une équipe de conseillères et conseillers chevronnés. Notre équipe est composée d'anciens chefs d'entreprise et de personnalités du monde des affaires qui ont une expérience concrète de la croissance. Mais on sait que la réalité de l'entrepreneuriat comporte encore plus de défis pour les femmes que pour les hommes. C'est pour cette raison qu'on a lancé Indice F, un programme qui leur est dédié et qui leur permet de déployer leur plein potentiel. Plusieurs de nos entreprises sont connectées ce matin pour le lancement du 3e palmarès des entreprises au féminin. Vous avez atteint de nouveaux sommets cette année. Bravo!
Au nom de l'Ordre des CPA du Québec, félicitations aux 110 entreprises au palmarès. C'est clair, mesdames, que tout ensemble, l'avenir maintenant du Québec Inc. vous appartient. Vous savez, les finances et la comptabilité sont essentielles pour bâtir non seulement des bonnes organisations, mais toute une société. Je suis très fière de vous dire que les 40 000 CPA du Québec sont là pour vous accompagner dans vos décisions, que ce soit question de croissance ou de stratégie. Je vous invite d'ailleurs tout au long de l'année à consulter nos chroniques dans Première en affaires et E-Première pour élargir vos horizons. Encore une fois, bravo à Première en affaires et bon visionnement. Merci. Merci beaucoup, Anne-Marie, Anouk, Geneviève. Merci de votre soutien. Elle nous plonge chaque semaine en direct de l'univers de personnalités et elle leur organise tout un show. C'est à son tour ce matin de nous faire un petit show pour nous autres. France Beaudoin est avec nous, une collègue. Salut, France. Salut. Merci beaucoup d'être là. Merci pour l'invitation. On connaît l'animatrice, on connaît un peu moins la productrice, mais de plus en plus, tu le dis, de plus en plus. Oui. Et bien sûr, la femme d'affaires ce matin qui se retrouve dans le palmarès. Et là, il faut qu'on se raconte une anecdote. Là, vous allez... Ça, c'est un petit scoop qu'on vous donne ce matin. Il se trouve que j'ai été, on va se le dire, Oui. à ton émission, Oui. on va se le dire, l'émission Oui. qu'elle produit avec sa compagnie Pamplemousse Productions. Oui. Qui est dans notre palmarès des forces vives, Oui. donc de plus de 5 millions de dollars, bravo. Et donc, sur le plateau, je parle de Première en affaires. France se trouve à être une invitée et je lui dis « Hey, tu devrais... » Et qu'est-ce qui est arrivé? Ben, en fait, c'est mes collègues, c'est Lise Pruneau, c'est Isabelle Vaillancourt, sans qui cette entreprise-là ne serait pas là, et la gang qui nous a inscrits là. En fait, moi, je savais même pas qu'on était là. Ils m'ont appelé en disant « Faut que tu sois là. » Mais on s'est inscrits où? Où est-ce que... Mais ça décrit, en fait... Tu vois, moi, je fais partie des timides là, dont parlait Isabelle. C'est vrai? Oui, moi, je fais partie de ceux-là. Je représente ceux-là, matin, là. Fière représentante des timides qui, en fait, parce que j'ai pas étudié en marketing, j'ai pas étudié les chiffres, je les connais toutes. Je connais toutes les lignes, je les regarde toutes les lignes parce que je veux maîtriser puis je veux pas me faire avoir et tout ça. Mais moi, je me voyais plus comme la créative, je me voyais plus comme celle qui fait « OK, on s'en va là, mais comment on y va? » C'est eux autres. Alors, j'avais une espèce de complexe de « C'est pas moi qui se serais inscrite là. » Je suis obligée de dire que c'est pas moi qui se serais inscrite là. Je suis fière d'être là le matin, puis je suis fière pour ma gang. On est toutes des filles à la tête, c'est toutes des cadres femmes chez nous dans l'entreprise, puis je trouve ça galvanisant de tout ça, mais j'ai une réflexion à me faire par rapport à ça, entre autres choses. C'est trop, Ouais. hein? Ça fait 9 ans que Pamplemousse existe. Je te demandais avant l'émission ce matin pourquoi Pamplemousse. C'est très drôle. Des fois, les noms d'entreprises, ça nous vient comme ça parce qu'on est obligé. Ça décrit aussi un peu le côté où c'est instinctif. Ouais. C'est comme un peu... En fait, on avait eu un premier contrat. On partait cette entreprise-là, puis en demandant le financement la dame me dit comment ça va s'appeler. Là, j'ai fait, je sais pas. Puis là, mes collègues, partenaires étaient devant moi. On avait une limonade, on avait ci, on avait ça. On a fait, on va pas s'appeler Citron quand même. Comment est-ce qu'on va s'appeler? Fait que Pamplemousse, je dis à la madame du financement, ça va être Pamplemousse Média. Ils sont en face de moi. Elle fait, oh, c'est rafraîchissant. Je dis, hey, elle dit que c'est rafraîchissant. OK, parfait, on est resté là. Mais en anglais, ça se dit moins bien, je te dirais, mais c'est pas grave. Il y a un côté léger, le fun, qui se prend pas au sérieux. Et très organique. Et très organique, exactement, mais qui marche. C'est une autre façon de fonctionner. Tu sais. Au début, tu es donc avec une partenaire, Oui. 50-50 en affaires. Absolument. Là, dernièrement, tu as racheté ta partenaire d'affaires. Oui, ça, Est-ce que tu y as pensé avant de plonger? Ah, ça fait partie des virages dans la courbe où tu vois le précipice. Là. Ah oui? Oui. Ça a été vertigineux. Ça a été une décision même de famille où il y avait des enjeux financiers, il y avait des enjeux de temps à mettre là-dedans. C'était vraiment un X de se dire, est-ce que je continue, Mais j'aimais trop ça. J'aimais tellement ça, mais ça m'a demandé toute une restructuration, ça demandait un déménagement. C'est arrivé au moment où la COVID commençait, donc où on nous dépluguait des shows en bon français. On perdait des émissions, on ne savait pas si les assurances allaient payer à ce moment-là, on ne savait pas ce que les diffuseurs allaient prendre comme part là-dedans. Donc, il y avait toute une part d'incertitude et ça m'a permis, par contre, de dire, OK, moi, ce que je souhaite, c'est vraiment, j'aime ça, la business, j'aime ça, les équipes, j'aime me demander où est-ce qu'on s'en va. Donc, j'ai fait, OK, je vais y aller, j'ai encore une part de fun là-dedans, mais ça va me demander de grossir. Parce que ce que je comprenais, c'est qu'avant, au départ, je me disais, on va être artisanal. Parce que nous autres, on va tout faire. Chacune des étapes, on va toutes les faire. Fait que ça va être nous autres jusqu'au bout et tout ça, mais ça nous rendait beaucoup trop vulnérables. Si on perdait une émission, je veux dire, nos coûts fixes, on n'était pas capable, en pénurie d'employés non plus, de garder une base d'employés. Donc, j'ai été obligée de me dire, OK, ça va prendre un step de plus. Je ne deviendrai pas nécessairement, puis je ne sais pas ce que ça deviendra, mais en tout cas, j'ai besoin
d'une marge de plus pour assurer une stabilité, faire confiance aux gens, lâcher prise, me dire qu'ils font bien mieux que moi par moment, puis de réussir à justement prendre beaucoup de temps à engager les gens, à les choisir, mais à faire confiance. Ça m'a amené dans un minding qui était pour prendre cette expansion-là. Tu parles d'engager. En ce moment, beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent se demandent sans doute où trouver de la ressource humaine, du capital humain, parce qu'en ce moment, déjà qu'on avait un problème de main-d'œuvre avant la pandémie, cette pandémie nous a aussi confrontés à cet enjeu économique important, où trouver les gens pour certains emplois spécialisés. Et notre domaine, je peux en parler, on pourrait en parler longuement, là, mais c'est sûr que le secteur des arts a été très touché, comme plein de secteurs, mais celui-là aussi. Et, avec une montée des salaires également. Oui, exact. Exact. Mais les budgets, eux, n'augmentent pas tant que ça. Exactement. Puis, tu sais, on voit aussi une usure chez les gens. Je ne sais pas, de l'autre côté, je pense qu'on le voit partout. Moi, je prends beaucoup du temps consacré dans une semaine à jaser. Juste un comment ça va, t'en as pour... Les gens sont usés, les gens sont fatigués. On est rentré au début avec l'énergie du combattant, puis l'énergie des battants qui allaient, des survivants qui allaient. Là, on sent cette usure-là. Ça nous a amené, justement, pour garder la rétention de nos employés, à se demander quelle sorte de projet on fait. Ça va jusque-là, parce qu'on sent que le sens, il faut que ce soit important, il faut qu'ils se sentent valorisés, qu'ils se sentent reconnus. C'est tout à fait normal. Donc, on s'est choisi une sorte d'émission. Tu sais, toutes les sortes sont bonnes, évidemment, mais j'aime notre sorte d'émission pour essayer de garder ce personnel-là, les garder heureux, parce que je suis convaincue que c'est ça qui fait que... Mais on s'est aussi questionné, je te dirais, sur la performance, sur le niveau qu'on demandait aux gens. Je pense en tout cas chez nous, ce qu'on sent, c'est que, oui, on y va pour des défis, parce que je suis convaincue que les défis t'amènent une reconnaissance, t'amènent une valorisation, t'amènent une joie en bout de ligne. Donc, oui, un défi, mais il y a une limite maintenant, actuellement, où je sens que ça peut faire péter l'élastique. Là. Ça peut chez certains. Tu veux dire, on ne peut pas trop en demander aux gens en ce moment? Moi, là, il y a une partie où, actuellement, là, je me dis, OK, oui, le défi pour les garder allumés, puis ils sont fiers d'eux après. Mais il y a une partie réaliste où, au niveau de la performance, de tout ça, moi, il y a une partie que j'écoute vraiment, vraiment actuellement, là, au bout de ça. Ah oui. Ouais. Ton quotidien, tu as plusieurs chapeaux. Tu es animatrice, tu es productrice, puis tu es la boss, tu es la patronne aussi. Comment tu départages chacun de ces rôles au sein de ton entreprise? Là où il faut que je fasse attention, c'est que souvent, l'animatrice va être la dernière à... Tu sais, là, je vais faire, mettons, à 4 heures le samedi après-midi. Là, il faudrait que je me concentre sur l'animatrice de la chose. Il faut toujours que je me dise, ce rôle-là, il ne faut pas que je l'oublie en bout de ligne. Donc, il faut vraiment que ça, je le... Mais en fait, c'est que j'ai en plus dans ma façon d'être organisée en affaires, j'ai Pamplemousse. Puis d'un autre côté, je suis associée à 50-50 avec Attraction Média pour faire En direct de l'univers et Silence on joue. Donc, il y a comme deux... Ça m'amène toujours un peu Mais je tranche, je prends des décisions. Tu le sais, à longueur de semaine, je prends les choses une à la fois, mais c'est sûr que c'est beaucoup. Sauf que je suis en équipe, je te le disais, avec Lise Pruneau, avec Isabelle Vaillancourt, je ne le dirai jamais assez. Avec tout le board, de toute l'équipe de Pamplemousse, je n'y serais jamais arrivée dans les 2 dernières années si ce n'était pas une équipe. Moi, on prend les décisions ensemble. Je tranche, j'assume, tout ça, mais... c'est vraiment des décisions communes. Ouais. Tu disais tout à l'heure, je pensais pas que... En fait, tu te voyais pas forcément là. Oui. Je me voyais pas là, mais en fait, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Tu sais, mon père est entrepreneur, mais chez nous, on n'a jamais vu ça. Tu sais, c'était un petit village avec une épicerie, une petite épicerie. Tu sais, tu comprends? J'ai jamais vu ça comme d'Israéli, tu sais, dans Chaudière-Appalaches. Mais... mes parents nous ont montré beaucoup à « t'es capable, t'es vraiment capable ». Pas « t'es capable de tout faire », mais « t'es capable de trouver la solution » pour t'entourer, pour être capable de le faire. Ils nous ont montré à ne pas avoir peur, ils nous ont vraiment à prendre des risques, à faire les gambles qui viennent avec, ce qui fait que dans la pandémie, entre autres choses, ce qui était important pour nous, c'est de prendre les opportunités. On l'a beaucoup dit. Moi, je voulais être pour nos clients ceux qui, OK, t'as un problème, la solution va devenir créative avec nous autres. Puis non seulement ça, peut-être même qu'on va avoir du fun. Ça a donné les émissions de Michel Louvain dans Direct de l'univers, ça a donné, tu sais, plein de trucs où, effectivement, avec ces problèmes-là, quelle solution on est capable de prendre puis comment.
tu es dans un milieu aussi dont le modèle d'affaires repose sur une industrie qui est en plein bouleversement, le milieu de la télévision traditionnelle versus les nouveaux médias, le numérique. On sait que la consommation, on n'ira pas trop en détail là-dedans, mais c'est sûr que la consommation de la télévision change et tout. Donc, ça veut dire que toi, dans ton domaine d'expertise, comme chef d'entreprise, tu regardes ça, comment tu évalues par rapport à la gestion des risques que tu as à faire, justement? Oui, en fait, comment tu vois l'avenir, finalement? En fait, ma façon de me sécuriser puis de sécuriser cette entreprise-là, c'est la diversité. Donc, de diversifier mes produits, diversifier mes clients, diversifier mes champs d'action. Là, on vient d'ajouter, depuis juste avant les fêtes, le volet fiction chez Pamplemousse. Donc, on va faire fiction Pamplemousse parce qu'on voit que ça fonctionne très bien aussi. Puis déjà, on l'a vu en très peu de temps. C'est un investissement qui était majeur. D'aller chercher la bonne personne, c'est Marie-Hélène Lorrain, c'est elle qui gère cette expertise-là. Mais c'est sûr que c'est sa demande, mais déjà, on voit. Donc, on a fait l'investissement de ce côté-là. On a commencé à faire de la radio. La radio se fait maintenant au privé, on s'en jasera. Il y a moyen de le faire de ce côté-là aussi. Est-ce que ça va être du corpo aussi? Mais c'est de diversifier les clients également pour être moins vulnérables. Isabelle Hudon et même Catherine Sanson disait tout à l'heure, les femmes entrepreneurs ont souvent des motivations différentes que leurs confrères. Quel est ton moteur, ou j'allais dire, quels sont tes moteurs? Parce que t'en as plus qu'un. Des fois, on peut en avoir plus qu'un. Oui, bien, en fait, j'aime... Qu'est-ce qui te pousse, qui te stimule? J'aime les équipes, j'aime les gens, j'aime les rencontres, j'aime ce qu'on est capable de créer, j'aime ce qui n'existait pas, qu'on fait arriver, faire arriver les affaires. On est dans des postes où on peut les faire arriver, puis ça, je trouve ça... Il y a un pouvoir de pouvoir les faire arriver et avec les valeurs que tu veux bien. Tu sais, tantôt, on se parlait d'ambition de l'autre côté, puis on se disait, bon, l'ambition a encore quelque chose de négatif pour certains. Mais tu peux bien avoir l'ambition avec tes valeurs, puis pas obligé de piler ses pieds de tout le monde en t'en allant. Tu peux les faire avec ça en quoi tu crois et tout. Moi, je crois à l'ambition, je crois à ce que ça peut faire arriver, que c'est positif en bout de ligne. Donc, oui, puis le sens qu'on donne à ce qu'on fait. Je pense qu'en pandémie, il y a eu toute cette réflexion-là. On fait les choses pourquoi? Quels sont nos combats? Quels sont ce en quoi on croit? Puis je trouve que c'est des postes extraordinaires pour faire arriver les choses. C'est une position qui est privilégiée, je trouve. Est-ce qu'il y a des moments où France Beaudoin se dit... Ah ben oui. Rouler en boule. Tu sais, quand tu l'as dit, quand on rouler a racheté... en boule, sérieux? Ah oui, pas longtemps, mais quand même. Morlaix, c'est pas long, mais oui. Ah oui, pour vrai. Parce que, tu sais, quand j'ai racheté l'entreprise, c'était... Tu sais, ça brassait plein d'affaires en dedans de moi, puis je me disais, oui, tu sais, c'est sûr que ça... Puis pendant la pandémie, des fois, de se dire, ouf... tu sais, il y avait des risques énormes, mais vraiment énormes, puis tu veux pas passer ton stress à tes équipes, mais en même temps, tu veux être authentique, puis tu veux qu'ils comprennent. Tu sais, chez nous, mes enfants m'ont vu brailler. Ils pensent pas que c'est tout beau, puis que c'est tout... Je dis les choses telles qu'elles sont. Je le dis aux employés également. J'essaie de pas passer toute ma charge, mais... Non, parce que c'est important qu'ils voient une leader positive. Oui. En même temps, ça leur permet... Je pense s'ils me voient, moi, ébranlée, ou qu'ils me voient triste, ou qu'ils me voient... Je pense que ça leur permet à eux d'être également, puis de le dire, « Hey, ça file pas, sais-tu quoi aujourd'hui? » Je pense que ça donne le droit à tout le monde d'être, puis de pas se montrer, justement, plus forte que plus forte. En fait, être forte, puis on l'a vu dans la dernière année, tu sais, avec des Drouin au hockey, puis avec des carrières. Être forte, pour moi, c'est d'être aussi capable de dire, « Hey, sais-tu quoi, là? J'ai besoin d'aide. » Tu sais, pour moi, ça passe par là aussi. Ouais. Est-ce que c'est plus difficile pour une femme de le faire aujourd'hui? Bien, il me reste encore des petits bouts. C'est-à-dire que moi, je me suis sentie jugée. Peut-être que ça vient dans mes bébites à moi aussi. Là. Ça se peut que ce soit ça aussi. Par moments, j'ai pas une gestion qui était à coup de poing sur la table. J'étais pas ça. Fait que j'ai senti que certains doutaient par moment d'un leadership, alors que ça fonctionnait super bien dans ma façon à moi de fonctionner. Chacun, sa façon, et tant mieux qu'il y ait plein de fonctions. Donc, il y a ça. Quand tu y vas trop caractériel, j'ai senti que des fois, c'était aussi pas... Donc, essaye de le pogner le milieu. C'est ça. Mais c'est ça. Non, c'est ça. Moi, j'ai appris que je suis ce que je suis, puis j'espère que ça permet aux autres d'être ce qu'ils sont également, puis de faire équipe pour pousser des projets auxquels on croit. Oui. J'aime beaucoup quand tu dis je suis aussi forte que mon équipe, là, tu sais. Et même mon équipe peut être plus forte que moi, c'est ça qui compte. Moi, en fait, quand j'engage vraiment plus fort que moi. J'engage vraiment complémentaire. Je me sens pas du tout menacée. Au contraire, je me sens stimulée, je me sens privilégiée qu'ils choisissent, surtout par les temps qui courent de venir chez nous.
Donc, au contraire, je veux plus fort, je reconnais ça. Puis souvent, tu sais, on a gagné des prix récemment, puis les gens me disaient, ben arrête, c'est de la fausse humilité. Attends, non, je n'y arrive pas si tous ces gens-là, je veux dire, comment est-ce qu'on peut penser autrement avec ça? Je veux dire, non, on y va en gang ou on y va pas. Exact. C'est ça. Exactement. Oprah, qu'on connaît bien, Oui. je me suis dit que ce serait un modèle. Ah ouais, elle est allée souper chez vous cette semaine. Oprah a dit l'opportunité, je traduis, traduction libre, les opportunités en affaires, comme dans la vie, c'est d'être alerte, c'est d'avoir le sens, c'est d'être ouverte aussi, Ouais. openness, Ah ouais. et d'avoir le sens de l'aventure. Ah ben, oui, et je pense que nous, en T'es tout cas, d'accord avec ça? Ça s'est joué, nous, exactement là-dessus. Dans les 2 dernières années, ce qui nous a permis de, justement, de prendre l'expansion, c'est de prendre tous les problèmes qui se sont présentés sur nos plateaux et d'en faire une opportunité. À toutes les fois qu'on nous disait « ça se peut pas, c'est pas possible », on se rassoyait et on disait « OK, comment ça va être possible? » À chacune des fois. Et c'est devenu, au contraire, valorisant, stimulant. Ça nous a gardé en vie, je suis convaincue. Et la création dans notre domaine à nous, je suis convaincue que ça change quelque chose sur tes cellules, sur tes neurones, puis que ça te garde en vie aussi. Quelque chose, parce que pour moi, une colonne de chiffres, c'est aussi créatif. C'est vraiment... C'est ça. Puis je suis allée en production parce que, justement, on me disait non, ça se peut pas, non, ça se peut pas, non, ça se peut pas. Un peu, je vais en apprendre assez pour que quand tu vas me dire non, ça se peut pas, je vais te dire peut-être que ça se peut autrement. Tu sais, j'aurai pas cette frustration-là en dedans, je vais avoir au contraire une motivation. Assez féminin, d'ailleurs. Oui, c'est ce qu'on me dit. Le succès de ton entreprise, Oui. à part l'équipe, là. C'est l'équipe. Hein? Tu veux vraiment À part répondre l'équipe, d'autre chose? à quoi tu l'attribues? Bien, je l'attribue à l'équipe, Ouais. peu importe. Je l'attribue à Isabelle Vaillancourt, à Lise Pruneau, à Hélène, à Stéphanie, à tous ceux qui sont là, puis à tous ceux qui font en direct de l'univers également, qui sont dans l'autre gang, José Baudouin, Marie-Claude, tout le monde, Nathalie Breton, Attraction, qui sont là parce que je sais que ça rejaillit. En direct de l'univers, je ne me mentirais pas, là, ça rejaillit sur Pamplemousse. Là, donc, oui, l'équipe, mais je pense aussi... c'est ça, peut-être le sens qu'il y a dans les projets. Je pense que ça, quand on fait en direct de l'univers, on sort de là, quand on fait plusieurs, puis je pense, c'est ça, une espèce de sentiment de gang, d'appartenance qu'on essaie de... C'est difficile actuellement sur la rétention du personnel. Donc, l'appartenance, j'espère qu'ils sentent l'appartenance, ADN quelconque, j'espère que ça... La fierté. La Je sens fierté. beaucoup de fierté dans La ce que tu fierté, décris. puis j'espère l'écoute, l'accueil de moments comme ça aussi. Je pense qu'il faut faire avec ça, pour arrêter de se dire hey, tout est correct. Non. J'espère qu'ils sentent ça. Ouais. Je te voyais lire le palmarès dans lequel tu es avec Pamplemousse Média plus tôt ce matin. Oui. Comment tu as trouvé ça? J'ai trouvé ça formidable. J'ai trouvé ça galvanisant. Derrière, là, je trouvais que c'était infiniment stimulant. Et c'est vrai qu'on ne voit pas ça tant. J'entendais les collègues jaser tantôt. C'est vraiment, c'est une belle idée pour les jeunes pousses que tu appelles. J'ai aimé ton expression. Les jeunes pousses aussi, je trouve ça le fun. Je trouve ça vraiment bravo. Mais bravo à toi d'être dans ce palmarès. Et toi-même. Et toi-même. Merci. France Baudouin reste avec nous, bien sûr. On va aller voir une capsule de nos partenaires. On revient tout de suite après. Je vous présente une autre chef d'entreprise qui fait partie du palmarès. Un palmarès des entreprises au féminin, quelle brillante idée. On a de grandes leaders au Québec. Elles mènent leurs entreprises vers de hauts sommets, dirigent avec force, innovent, créent de la valeur et dynamisent notre économie. On est très fiers à la Sun Life d'être partenaire de cette belle initiative. Ça s'inscrit dans nos efforts visant à favoriser l'équité de tous et de toutes et à construire un leadership inclusif. J'espère que l'an prochain, le palmarès inclura encore plus d'entreprises dirigées par des femmes de divers horizons. Félicitations à toutes pour vos grands accomplissements et au plaisir de vous croiser en personne bientôt. La féminisation du leadership, ce n'est pas uniquement une question d'équité, c'est aussi un impératif économique devant mener à une croissance accrue, à une plus grande prospérité et au renforcement des collectivités. C'est aussi un maillon indispensable afin de trouver une solution aux grands défis mondiaux d'aujourd'hui. Chaque année, grâce au palmarès des entreprises au féminin, nous mettons en valeur et reconnaissons la contribution essentielle des femmes entrepreneurs à l'essor de l'économie québécoise. Mesdames, chaque jour, votre succès
et votre ambition inspirent d'autres femmes à se dépasser, voir plus grand, briser le plafond de verre et à saisir de nouvelles opportunités. Et nous avons très hâte de découvrir le récit de votre succès et d'en apprendre davantage sur vos parcours inspirants. Merci pour votre passion, votre leadership et votre ténacité. Vous êtes une source d'inspiration pour nous tous. Merci beaucoup à nos partenaires. Ma prochaine invitée, Elisabeth Bélanger, a fait ses classes avec sa sœur Hélène dans l'entreprise qui avait été créée par leur père dans les années 90, une entreprise d'huile pressée à froid, importation, fabrication d'huile alimentaire. Vous connaissez sans doute Maison Orphée. Elisabeth a vraiment fait, on peut le dire, toutes les étapes pour grandir dans l'entreprise. Elle est avec moi. Merci d'être là. Merci. Bravo, Elisabeth, d'être dans le palmarès. Catégorie impressionnante de plus de 10 millions. On parlait avec France tout à l'heure de l'impact de la pandémie, de la COVID. Je commence tout de suite avec ça pour toi parce que dans le domaine de la transformation alimentaire, quand on doit faire un produit, quand on doit fabriquer, on ne peut pas faire ça forcément en télétravail. Hein? Il faut être sur place. Comment on gère ça, Elisabeth? Comment vous avez pu gérer ça avec l'équipe? Disons que dès le départ, on savait, nous, qu'on restait service essentiel. Donc oui, il fallait ouvrir, il fallait être là, il fallait être disponible parce que manger, c'est encore plusieurs fois par jour. L'équipe, très, très simplement, hein, puis de façon très... en se disant, aujourd'hui, c'est ça, puis on verra demain qu'est-ce que ça va être. Mais tout de suite, on s'est dit, il faut protéger nos équipes, il faut s'assurer que nos équipes puissent travailler, puissent venir au travail, soit dans un milieu où on les protège. Alors, tout de suite, on s'est dit, pour tous les gens d'opération, bien entendu, on va créer 2 quarts de travail, ce qu'on n'avait pas par le passé, des plus petits quarts, moins longs, moins de monde, donc comme ça, on était moins en contact les uns avec les autres. Et puis, on va essayer de produire tout ce qu'on peut produire, puis on a été chanceux un peu dans tout ça, dans le sens qu'on avait quand même pas mal de stock de prêt, parce qu'à partir du mois de mars, c'était quand même des gros mois pour nous. Oui. Alors, on a été assez chanceux, fait qu'on a vécu ça pendant 3 mois de temps avec notre équipe. J'ai remis mon kit de production. On est descendu, Hélène et moi, en production. On s'était occupé chacune d'un quart de travail. Et puis, on a fait sortir le stock, parce que c'est ça qui est important à ce moment-là. Et puis, nos équipes qui, elles, sont plus d'administration aux ventes, sont parties en télétravail, bien entendu. Et je me suis félicitée d'une chose, c'est qu'on avait mis beaucoup d'outils en place pour s'assurer qu'on puisse travailler avec des moyens technologiques avancés. Donc, à partir de ce moment-là, tous les jours, on avait un petit briefing, toute la gang ensemble, pour s'assurer que tout le monde allait bien aussi dans l'équipe. Puis on a fait ça pendant plusieurs mois, puis on le tient encore une fois par semaine, où tout le monde qui est en télétravail, au moins, on peut se réunir un petit 15 minutes, donner les nouvelles en général, prendre des nouvelles d'un en particulier, puis s'assurer que la culture reste vivante aussi dans tout ça, hein, parce que ça fait déjà 2 ans. Donc, c'est comme ça qu'on a travaillé. La culture d'entreprise. Voilà. Oui, c'est ça. Mais c'est là où, quand tu dis, on est retourné, ma sœur et moi, en production. Tu disais que tu avais fait vraiment toutes les étapes chez Maison Orphée. Quand tu as commencé, d'ailleurs, tu ne pensais pas racheter l'entreprise. Tu ne voyais pas, c'était pas un rêve d'être entrepreneur là, pour toi. Moi, je ne me sentais pas entrepreneur particulièrement. Puis, juste pour corriger une chose, c'est une entreprise qui existait déjà, que mon père avait racheté. C'est ça, que mon père avait racheté. Et puis, je suis arrivée là un été entre un bac puis une maîtrise. Puis, un bac en quoi? Maîtrise en quoi? Là? Moi, j'ai fait un bac en traduction. Donc, très, très loin du domaine des affaires, mais j'ai toujours été une passionnée des langues avec un peu de talent là-dedans. Donc, je m'étais dit, là, je vais faire une maîtrise pour continuer. Donc, dans ce domaine-là, j'aimais quand même assez ça. Mais je viens pour un été, puis on regarde tout ça, je travaille un peu. En 1993, j'ai aimé ça. Fait que je me suis pris au jeu. Là, il y avait une publicité à un moment donné, j'ai tellement aimé que j'ai racheté la compagnie. Oui. Donc, oui, c'est ça. Après une quinzaine d'années, on a racheté. Mais tout de suite, j'ai dit, je reste. Mais c'est ça, c'est de répondre au téléphone, c'était de mettre de l'huile dans une bouteille, apprendre comment fonctionnent les presses, presser de l'huile. Après ça, travail marketing, de la représentation sur la route, des achats, jusqu'à, à un moment donné, là, mon père a dit oui, là, le potentiel est là, puis ma sœur aussi est avec moi. Donc,
on a tranquillement fait ce qu'il fallait pour reprendre la compagnie. Donc, Et ça, c'est important. On le disait tout à l'heure avec Catherine Sanson, là, 53 des femmes qui sont dans le palmarès, des chefs d'entreprise et leurs entreprises, c'est des repreneuses, en fait. C'est vraiment ça. Alors, ça peut être familial, comme toi, ou ça peut être d'autres entreprises là, qui sont existantes et qui, donc, sont passées à des propriétés féminines. Je disais que, justement, tu es dans notre catégorie moyenne entreprise avec un chiffre d'affaires de 10 à 50 millions. C'est impressionnant. Et ça amène des questions aussi de profitabilité. On parlait de l'argent, c'est quand même le nerf de la guerre. Oui. On parlait d'approvisionnement tout à l'heure, qu'il faut sortir les huiles, il faut sortir les produits. La gestion des risques avant pandémie, pendant pandémie, c'est pas la même chose. C'est dur de s'y retrouver. Ouais. On a perdu beaucoup nos repères. La chance qu'on a, bon, c'est... France Baudouin en a parlé tantôt, l'équipe, ouais. C'est vraiment, on ne le dira jamais assez. Donc, du bon monde qui ont des bonnes bases, qui savent ce qui est à faire. Et sinon, il faut le dire, parce que toute entreprise se base sur des relations d'affaires qu'on a avec nos clients, avec nos consommateurs, mais aussi avec nos fournisseurs. Oui. Et puis, ça, on a travaillé, et c'est dans notre culture, c'est dans nos fibres. On a travaillé de longue haleine, de longue date à cultiver ces liens-là avec des fournisseurs. Donc, ce qui fait que, avec les années, ben, on sait qu'on peut compter sur ces gens-là. Donc, est-ce que tout est rose et parfait? Non. Je pense que les gens qui sont à l'écoute le savent. C'est difficile, le transport maritime. C'est d'une complexité sans nom depuis 2 ans. Tu me parlais du prix du container. Ça a quadruplé à certains endroits. Et puis, bien, il n'y a rien qui est à temps. Donc, le fameux juste à temps là, dont on a parlé pendant tellement d'années, bien, c'est fini. Là, ça marche vraiment, vraiment plus. Donc, il faut être assez inventif. Il faut se préparer encore plus d'avance. Et en même temps, il faut faire des plans, oui, mais il faut vraiment avoir beaucoup d'options dans ces plans-là parce qu'il y a des surprises, je dirais, quotidiennement. Parce que tu es dans une industrie d'agroalimentaire, de transformation alimentaire, puis même oui. Dans les conférences de presse, maintenant, c'est rendu qu'on parle clairement de chaîne d'approvisionnement. Le public, en général, a jamais C'est quoi été... on parle? Bien, là, oui, bien, je pense qu'ils commencent à savoir de quoi on parle. Je pense qu'il y en a qui pourraient peut-être l'expliquer aussi, ce qu'on veut dire par ça. Mais dans le cas de Maison Orphée, c'est un enjeu, là, les chaînes d'approvisionnement, c'est ce que tu dis. Oui. Là, comment on arrive... Et ce que je comprends, c'est autant la technologie était là avant la pandémie, autant les relations d'affaires qui te permettent aujourd'hui de consolider ce que oui. tu as. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir de la vision aussi comme entrepreneur. Je pense que oui. Pour que quand arrive un coup dur, on est capable d'y faire face. Absolument. Être entrepreneur, bien, c'est d'avoir de la créativité, d'avoir des plans, ouais. de se faire des plans, oui, de longue haleine, à longue date, puis de cultiver tout ça. On n'est pas là juste pour l'argent, justement, comme on le disait, parce que sinon, ça ne fonctionne pas en général. Mais oui... Les chaînes sont difficiles parce que c'est beau de dire qu'on veut du contenu 100% québécois, mais c'est pas toujours possible. Des bouteilles de verre foncé, nos huiles pour les protéger, vous les mettre dans des bouteilles de verre foncé, par exemple, ça n'existe pas ici en Amérique du Nord. Donc, il faut nécessairement importer ces bouteilles-là pour réussir à mettre du produit dedans. Sinon, bon, des graines à presser, du tournesol, du sésame, des trucs comme ça. Il y a beaucoup de choses qu'on peut trouver ici, mais il y en a qu'il faut importer aussi. Donc, ça complexifie nécessairement, oui. Mon Dieu, qu'on aimerait avoir des oliviers ici, mais avec les températures qu'on a... Non, il ne faut pas y compter. Puis avec les changements climatiques, des fois, on se dit « Oh mon Dieu, mais on ne veut pas ça, on ne veut pas avoir d'oliviers ici. » Mais on veut continuer à être capable, oui, d'avoir des grains qui proviennent d'ici. Mais on ne fait pas tout. Donc, il faut nécessairement une partie d'importation. Oui, c'est sûr. Quand on parle de gestion de risque, on a parlé de télétravail... Tu as parlé de toutes ces années où tu as été dans l'entreprise et 30 ans, c'est beaucoup, là. C'est long. Ça peut être long aussi. Je comprends que tu es passionné, on la sent, cette passion-là. Mais est-ce qu'il y a des moments où tu te dis, à mon tour, j'ai envie de léguer peut-être à quelqu'un d'autre, à une autre preneuse? Bien, c'est sûr qu'il faut y penser. Je pense que, oui, 30 ans, c'était quand même un bon bail. J'ai encore des belles années, j'ai encore des idées, j'ai encore envie de créer des choses. En même temps, oui, depuis des années, on a toujours travaillé à bâtir une équipe. Chez nous, notre père a dit ça dès le début, puis ça a toujours été vrai. Il n'y a qu'une seule vedette, et puis c'est la bouteille. C'est personne dans l'entreprise. Donc, ça a toujours été une histoire de gang.
On prend les décisions pas mal en collégialité. On est 4 filles à la tête de l'entreprise en ce moment. Ça tombe comme ça. On a souvent été moitié-moitié homme-femme, puis j'ai toujours beaucoup aimé ça parce que ça amène des perspectives différentes. Mais oui... Ça, c'est intéressant. Si on pouvait juste faire un petit oui, commentaire là-dessus, parce que France disait la même chose tout à l'heure, qu'il se trouve que c'est toute une gang de filles. J'avoue que chez nous, Ipron Média, c'est aussi une gang de filles. Est-ce que c'est un hasard ou on se retrouve peut-être plus facilement dans la mission, dans les valeurs, dans... Pas qu'on est meilleur, forcément, dans des meilleures personnes, mais une façon de fonctionner qui est peut-être plus proche? Je pense qu'il y a des points, oui, on se retrouve. Je pense qu'il y a des moments pour ça dans la vie d'une entreprise. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça à travers, disons, les 20 dernières années où j'étais plus à la tête de l'entreprise, où il y a des moments où les forces sont plus féminines, d'autres moments où c'est un peu plus masculin. Mais moi, j'ai toujours beaucoup aimé les moments où on était à peu près à parité, parce que oui, il y a vraiment des belles discussions et des façons différentes de faire arriver les choses. Puis là, bien, ça se trouve qu'en ce moment, on est 100% femmes, mais bienvenue aux gars. On serait super contents d'en avoir encore plus. Puis c'est sûr que ça va changer avec les années à venir nécessairement, parce que c'est toujours en mouvance, tout ça. Et vous continuez de créer des nouveaux produits, parce que je ne l'ai peut-être pas mentionné, mais aujourd'hui, vous êtes beaucoup diversifié. On parlait de diversification tout à l'heure. C'est important également en agroalimentaire de ne pas juste avoir une coupe de SKU, mais d'en avoir plusieurs. Vous avez développé plein de... J'adore vos huiles et j'adore vos vinaigrettes. Fallait que je le dise. Merci. Mais oui, la base, c'était les huiles pressées à froid, les huiles vierges. Et puis, à un moment donné, tu te dis, bon, les gens utilisent les huiles, mais ils marient ça avec un vinaigre qui vient d'ailleurs, une moutarde qui vient d'ailleurs. Bon, pourquoi pas commencer à développer ces créneaux-là aussi. Est-ce que c'est là où tu as le plus de plaisir, tu dirais? Dans la création des produits? J'aime encore énormément ça, avoir des idées. C'est plus moi qui les crée. Je vais lancer des idées, mais on est une équipe, hein? On a un panel, et puis on se lance des idées, on va de l'avant. D'ailleurs, on a une rencontre la semaine prochaine là-dessus. On a dit qu'il faut amener 10 idées chacun, puis à partir de là, on élague, puis on va amener des choses de l'avant, parce que ça nous prend toujours à peu près 24 mois là, avant de réussir à mettre un produit en marché, quelque chose de nouveau. Mais l'innovation est au cœur. C'est pas mal au cœur de pas mal toutes les entreprises. Et il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Là. Oui. Le succès passe par l'innovation. Il y a toujours des valeurs sûres. Et puis ça, il faut continuer de les améliorer, de peaufiner tout ça. Mais l'innovation, c'est nécessaire, autant dans les produits, mais nos façons de faire aussi, pour s'assurer que on reste vivant dans tout ça. Puis... de toujours faire la même affaire, c'est vrai que pour les équipes, ça devient difficile aussi à un moment donné. Donc, ça prend de l'innovation. Il faut aller chercher leur pouls, leur côté, comment eux voient ça, l'amélioration de leur travail, de leur présence chez nous. Puis c'est ça qui crée de l'engagement aussi dans l'équipe. Oui, tout à fait. L'engagement, c'est important. L'attachement, disait France Beausoin, l'engagement. La recette du succès de Maison Orphée, elle tient à quoi, d'après toi, Élisabeth? Beaucoup d'engagement, justement. C'est notre valeur numéro 1. Beaucoup d'engagement, je pense. Beaucoup d'humilité aussi. Hein? Ça ne sert à rien de se prendre pour... En tout cas, moi, je ne pense pas me prendre pour quelqu'un que je ne suis pas. Essayer de garder ça le plus simple possible. Puis, de penser au consommateur. Vraiment. Vraiment de créer les produits, de faire ce qu'on fait tous les jours, en pensant au consommateur, puis en essayant de bien le faire, puis de se rendre jusqu'au bout. On a une autre valeur chez nous qui est satisfaire. Puis satisfaire, pour moi, c'est oui, le consommateur avec le produit que je lui offre, mais aussi dans le service que j'apporte, ou nous autres, dans la gang, aller un petit peu plus loin pour faciliter la vie des uns des autres, surtout en ce moment où il faut être bien empathique, bien résilient. Donc, se donner ce petit coup de pouce-là, d'aller de l'avant, puis de faire le petit pas de plus qui fait toute la différence dans l'équipe. Est-ce que la pandémie a-t-elle quand même eu un impact positif sur Maison Orphée? Parce qu'on s'imagine les gens en plus cuisiner à la maison, ils se sont fait des salades, ils se sont fait plein de... Ils ont dû essayer des nouveaux produits québécois. En même temps, c'est vrai que le gouvernement insistait beaucoup sur l'achat local, encourager nos entreprises. Catherine Sanson le disait bien tout à l'heure avec justesse. Est-ce que ça a été positif d'une certaine façon? Il faut qu'il y ait du positif dans cette maudite pandémie, sinon on s'en sort pas. Hein? Ça a dû être... ça a été positif. Bon. Oui. L'année 2020 a été très, très positive. Ça nous a demandé énormément de travail. L'année 2021, les choses se sont replacées un peu. Oui.
c'est sûr que les gens ont fait beaucoup de pain, ont fait beaucoup de cuisine en général. Je pense qu'il y a une fatigue de tout le monde, un essoufflement un petit peu dur, là. Ouais. Donc, ça paraît nécessairement. Mais les gens ont connu Maison Orphée encore. J'ai encore des gens qui disent « Ah, je connaissais pas ça. » Alors ça, pour moi, c'est le plus grand gain à tous les jours quand les gens nous disent ça. Donc oui, il y a du positif à travers tout ça. Ça se fait pas sans difficulté. Tout coûte plus cher, les ressources sont plus dures à trouver, les gens comme les matières premières. Mais oui, il y a du positif. Et puis, bien, il faut continuer d'avancer pour se sortir de cette pandémie-là et puis retrouver les élans qu'on avait. Oui, vous êtes région Capitale-Nationale? Oui. Vous êtes où exactement? On est dans la ville de Québec, située juste... c'est dans un parc industriel, là, mais en plein cœur, juste en bas de l'Université Laval, finalement, là, dans un parc industriel. Ça me donne l'occasion de saluer tous les chefs d'entreprise qui nous écoutent aujourd'hui, toutes celles qui sont branchées virtuellement avec nous et qui sont un peu partout au Québec, parce que ça, c'est une des choses aussi qui est ressortie dans le palmarès. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, de chefs de file qui sont dans différentes régions du Québec. Là, Catherine Sanson le disait, on couvre 16 régions là, avec les femmes d'affaires. Quand tu regardes le troisième palmarès, qu'est-ce qui ressort pour toi, à part le nom de Maison Orphée, bien sûr? Bien, c'est sûr qu'il y a de la fierté là-dedans. Hein? Ouais. On est toujours fiers d'être reconnus. On ne passe pas beaucoup de temps à penser à ça nécessairement, à la reconnaissance, mais bon, dernièrement, je fais beaucoup de services à la clientèle parce qu'il nous manque du monde. Et puis, c'est fou de voir l'amour des gens, justement. Donc, ça, bien, c'est une reconnaissance de plus encore. Puis, c'est un motivateur, c'est un moteur pour l'équipe parce que moi, ça me permet aussi de revenir puis de partager ça avec la gang au complet puis de dire, bien, écoutez, c'est les efforts de tout le monde là, qui nous ont permis d'être encore là cette année. Puis, bien, voici, on commence l'année 2022. Alors, voici nos objectifs, voici où est-ce qu'on s'en va. Et puis ça, bien, c'est un jalon de plus. Puis, c'est une belle reconnaissance pour toute la gang. Donc, bien fière de ça, partager ça avec ma sœur, avec l'équipe de direction, mais aussi avec toute l'équipe Maison Orphée. Oui, sans doute. Félicitations à toute l'équipe. Un petit mot sur travailler avec sa sœur, c'est comment? C'est la meilleure partenaire d'affaires. C'est vrai. C'est un avantage, clairement. Ah, c'est un avantage. Puis ça me rend super émotive quand vous en parlez. C'est vrai? Oui, c'est la meilleure. Oh, ça, c'est super touchant. Très, très touchant. J'ai beaucoup de plaisir à travailler avec elle. Oui. On a réussi avec le temps à trouver chacun là où on est bonne, puis à s'épauler beaucoup. Oui. Puis l'émotion vient du fait que... elle doit nous écouter, elle doit être là. Hélène, on te salue et toute l'équipe. Non, c'est vraiment un privilège de travailler avec elle. On a grandi ensemble, mais on a grandi ensemble dans notre vie professionnelle aussi. En même temps, on est capable, toutes les deux, vraiment de détacher le côté sœur du côté employé, quand on est employé, puis du côté actionnaire aussi. On réussit à faire ça pas purement bien, je pense. Ouais. Et vous êtes complémentaires, j'imagine? Complètement. On est vraiment deux filles assez différentes, avec des forces, oui, qui se complémentent bien. Puis il y a beaucoup de choses qu'elle fait que j'ai faites auparavant. Ça résonne, hein? Ça résonne tout le temps pour l'une et l'autre. Donc, c'est assez le fun. Puis, je dis souvent ça, mais on l'a remarqué avec les années. Là, quand elle, c'est plus difficile, ben moi, je suis là, puis je la relève. Et inversement. Donc, non, c'est vraiment la meilleure partenaire d'affaires. Ça, je suis choyée. Ah, c'est un beau témoignage. Merci beaucoup, Élisabeth. Tu restes là, bien sûr. Oui. Une autre capsule de nos partenaires. Et au retour, vous aurez l'occasion de pouvoir poser des questions à nos deux invités, France Baudouin et Élisabeth, qui restent là. À tout de suite, tout le monde. L'équité des femmes dans l'économie et l'inclusion dans notre société, c'est pas encore gagné. Avec des initiatives comme le palmarès, on fait un bon bout de chemin pour mettre en lumière des parcours qui nous donnent envie de croire que c'est possible. Vous accompagner et comprendre les défis auxquels vous êtes confrontés, c'est vraiment la priorité de nos experts à la TD en entrepreneuriat féminin. Et on est heureux d'être à vos côtés pour ce 3e palmarès des entreprises au féminin. Bravo aux lauréates. Bonjour à toutes et à tous. Je tiens aujourd'hui à féliciter les 110 entrepreneurs qui sont à la une du palmarès des entreprises au féminin présenté par Première en Affaires. Je veux particulièrement saluer l'audace de toutes celles qui ont osé déposer leur candidature.
Encore une fois, cette année, Eva est très fière de s'associer à cette grande initiative qui met en valeur, qui met en lumière des femmes d'exception, des femmes qui contribuent à la vitalité économique et sociale de tout le Québec. Encore une fois, bravo. Le Réseau des femmes d'affaires du Québec est très fier d'être à l'origine de la renaissance du magazine Première en affaires. Déjà 5 ans. Bravo aux 110 finalistes qui sont à la une du palmarès cette année. Mesdames, vous êtes des modèles de réussite inspirants pour toutes les femmes d'ici et d'ailleurs. Chapeau. Léger collabore avec Première en affaires et ce depuis la première édition du palmarès. Depuis déjà 4 ans, c'est un bonheur renouvelé que de découvrir ces profils de femmes entrepreneurs et de leur contribution à notre économie. Longue vie au palmarès et à la relève entrepreneuriale au féminin. Nous sommes de retour avec nos 2 personnalités d'affaires, France Beaudoin et Élisabeth Bélanger. Merci à nouveau d'être là toutes les 2. On a des questions de l'auditoire pour vous. Je commence avec la première qui nous vient de Madeleine Arcan et Maxime Morin, qui sont dans notre palmarès catégorie étoile montante. Elles ont fondé la marque Rose Bouddha. Et là, elles viennent d'avoir un nouvel actionnaire en Frank & Oak. Et là, leur question, c'est, d'après votre expérience, qu'est-ce qui change avec l'arrivée d'un nouvel actionnaire? Élisabeth? France? Bien, ça change beaucoup. En tout cas, moi j'ai vécu l'inverse. Oui, j'allais J'ai parti à 2, puis maintenant... mais j'ai pas ton expérience d'actionnariat, donc... mais il y a l'avantage puis le désavantage. C'est-à-dire que l'avantage d'être à 2, c'est 2 paires d'épaules pour prendre tout ça, puis justement, bouncer, puis avoir la complicité, puis de pas te sentir tout seul, puis bon, tout ça. L'autre côté, c'est que quand tu es par toi-même, ben tu y vas direct, tu assumes les bons coups, les mauvais coups, mais tu y vas au bout sans compromis, en fait. Oui, compromis, carcan pour tout le monde, mais donc, c'est ça. Il y a les 2, mais voilà. Je suis curieuse de t'entendre là-dessus. Un investisseur. Investisseur, oui. Ouais. Un nouveau partenaire financier, finalement. Oui, bien, ça change des choses. Hein. C'est comme un mariage, fait qu'il faut apprendre un petit peu à se fréquenter. Hein. Oui, il y a des comptes à rendre qu'il n'y avait pas nécessairement avant. Moi, j'ai pas eu de nouveaux actionnaires nécessairement, mais oui, des nouveaux partenaires financiers, on en a eu. Puis, ben, sinon, ben, on était 3 avec notre père, puis on s'est retrouvés à 2. Donc, c'est de retrouver ses repères, probablement. Mais après ça, je pense que c'est fantastique, là, c'est de bénéficier d'une plus-value, c'est de bénéficier de têtes supplémentaires, ça apporte de la réflexion, c'est fantastique. Donc, il faut voir ça, il faut embrasser ça. Ça donne une poussée vers l'avant, souvent aussi, en termes financiers. Là. Oui. Une question de Catherine Pinard, qui a repris les rênes de l'entreprise familiale il y a 2 ans. Elle est dans la catégorie grande entreprise de notre palmarès. Elle dit, comment faire en sorte que nous partagions nos défis de croissance et nos meilleures pratiques entre femmes entrepreneurs? Bien, moi, je dirais d'abord, procurez-vous le magazine Première en affaires. Ça me vient comme ça, naturellement. Mais elle a raison qu'il faut le faire. On se le disait nous-mêmes dans une pause tantôt. On est dans le même domaine, on le fait pas tant. On aurait intérêt à mettre des chiffres en commun, à gagner du temps là-dessus, à se faire confiance. Au-delà de la compétition, on gagnerait tout le monde de l'expérience de chacun plutôt que les essais-erreurs, chacun de notre côté. C'est vrai. C'est vrai, puis c'est vrai qu'on le fait pas tant que ça. Puis dans la période dans laquelle on est en ce moment, bien... on n'a pas multiplié les occasions de se rencontrer nécessairement. Là, je ne sais pas pour toi, France, ou pour toi, Isabelle, mais moi, j'avais des clubs avant avec lesquels je partageais des affaires. Tu prends un après-midi où on part une journée, puis on prend le temps de partager sur nos difficultés, nos défis, puis nos grandes joies aussi. Là, c'est moins vrai. Hein? Depuis la pandémie, on l'a fait un petit peu. Mais Catherine Sanson en parlait, leur initiative Chef de file. Oui. Moi, j'ai participé à plein de rencontres qu'on a eues avant la pandémie, mais après ça, on a eu des rencontres plus virtuelles. C'est super aussi pour partager ça, rencontrer d'autres femmes qui vivent des défis similaires. Hein? On est dans des domaines différents, mais les défis sont... Et encore, je pense que parce qu'on a besoin de modèles encore. Les hommes en ont beaucoup eu. Ils en ont encore plein parce que les médias en présentent beaucoup. Et c'est vraiment le but de l'exercice qu'on fait ce matin puis de l'initiative du palmarès, c'est de montrer le succès des femmes pour dire, regardez, il y en a d'autres, t'es pas toute seule, puis ça serait le fun qu'on s'en parle puis qu'on s'en jase. Parce qu'il y a un effet d'entraînement. Oui, on l'a vu en arrivant, en regardant ça.
c'est en le voyant concrètement même que tu te dis, OK, oui, je le vois. Puis c'est drôle, on avait une discussion justement hier sur l'âge. Tu sais, moi, je disais que je dis mon âge sans aucun problème, puis tout ça. Puis il y en a qui disaient, non, non, non. Puis moi, je disais, non, mettons en commun ce qu'on a. Moi, je veux que ma fille, derrière, elle sache que c'est ça, 52 ans, puis que ça se peut, tu comprends, puis que toi, tu comprends? Oui. Il y a quelque chose, plus on va mettre en commun, sans peur de perdre, sans peur de juste de mettre en commun, bien, ça nous rend moins vulnérables, je pense, à plein de niveaux. Oui. Ah, tout à fait. Est-ce que, ça c'est intéressant, je t'entends parler de l'âge et tout, puis je suis sûre que ça résonne dans la tête de bien des femmes qui nous écoutent. Est-ce que c'est parce que tu es justement en affaires aujourd'hui? Parce que comme animatrice, on ne dit pas toujours notre âge parce qu'on se fait parfois sortir. Oui, c'est plutôt prévu. Mais tu vois, moi, jusqu'à 40 ans, ils m'ont dit, hey, profites-en, 40 ans, ça en vient. Là, 50 ans, ça en vient. Ils font, hey, profites-en. Puis là, depuis que j'ai eu 50 ans, ils font, hey, que t'es chanceuse. Il y a comme, moi, je refuse ça. Je me dis, il y a un geste féministe à le dire, justement, parce que je veux que ça soit ça. 52 ans, là, je me sens, au contraire, plus forte que jamais, en possession de ce que je suis, puis entourée de toutes sortes de générations pour multiplier tout ça. Mais je pense que ça a l'air banal, mais c'est des gestes féministes qui, je pense, marquent et donnent une image de quelque chose quand tu parles de modèle. On le dit quand on n'a pas l'air de notre âge. Bien, en même temps, tu sais, quand je me regarde, je pourrais me refaire tout ça, tu comprends? Il y a aussi... Ben oui, mais tu sais, moi, je pourrais dire ça. Tu sais, on se voit chacun... Ouais. C'est sûr, là, il y en a qui commencent à 25, puis c'est bien correct, c'est chacun son choix, tu comprends? Ouais. Mais c'est ça. Alors, parlons-nous, puis assimilation, puis on s'appelle, puis il y a plein de noms d'entreprises. Moi, ça m'a donné envie de dire « Ah, ouais, elle est là, c'était bien intéressant. » Sincèrement, c'est fabuleux. Ouais. Une question d'Anne-Marie Trudeau. Donc, j'en profite, là, vraiment, c'est notre page couverture, c'est notre une de notre nouveau magazine. Et Anne-Marie est fabuleuse. C'est une grande entreprise. Elle a repris, elle aussi, les rênes en 21 de l'entreprise fondée par son arrière-grand-père. Tu sais, dans la catégorie pérenne, là, comme entreprise, c'est une grande entreprise, Trudeau, là, qui, bon, vous allez le voir, qui a beaucoup, sur laquelle on pourrait longuement s'entretenir. Et d'ailleurs, il y a une très bonne entrevue avec Anne-Marie dans le magazine. Elle demande: l'humain est au centre de nos organisations et plus que jamais, on doit s'assurer d'humaniser nos entreprises. Avez-vous des points de vue, des conseils à ce sujet-là à partager avec l'auditoire? Comment humaniser? J'aime bien cette question parce qu'en temps de pandémie, on est là-dedans. C'est un peu ce qu'on se disait tout à l'heure, rendre plus humain, mais ça veut dire quoi? Comment? Tu parlais des quarts de travail, toi, Elisabeth. Tu as dit, bien, on va leur donner un peu, on va enlever de la pression, on va faire des quarts de travail différents. C'est des outils concrets, ça. C'est être à l'écoute. Hein? Oui. C'est être à l'écoute. Moi, je suis une grande partisane du fait qu'il faut être équitable pour tout le monde. Mais les besoins ne sont pas les mêmes pour chacun. Ouais. Fait que d'humaniser, c'est quoi? J'ai pas une entreprise de la taille d'Anne-Marie. J'ai moins de monde qui travaille. J'ai une quarantaine de personnes. Mais bon, on a commencé, c'était tout petit ou quoi. Mais je vais encore voir tout le monde. Je connais le nom de chacun. Je suis capable de leur poser des questions sur ce qu'ils vivent, sur ce qu'ils aiment. Donc ça, je pense que c'est important. Puis après ça, bien, c'est de voir, c'est ça, d'essayer d'adapter notre offre à un peu tout le monde pour que chacun y trouve son compte. Je pense que c'est ça, d'humaniser les choses, mais de donner un but aussi dans lequel les gens se reconnaissent. Chez nous, j'en parlais tantôt, les valeurs sont fortes, puis on a toujours fait les choses. Des bons produits, des bons condiments, parce que si tu manges bien, bien ensuite de ça, c'est encore plus facile de donner le meilleur de toi-même. Fait que c'est un peu ça, humaniser les choses, d'essayer de rendre ça le plus simple possible, mais d'être à l'écoute. Oui, puis de dédramatiser, de choisir nos combats là-dedans. Oui. Moi, j'essaie de me dire, OK, comment être un leader pour qu'il ait envie de me suivre, mais être à l'écoute également, tu sais, de tout ce qui... Puis d'enlever... Moi, en tout cas, nous, on a eu vraiment une discussion sur la perfection. On s'empêche tellement de faire des choses en attendant le parfait moment, la parfaite... Enlever ça, prendre des risques. Vrai. Puis l'échec, c'est quoi l'échec? Tu sais, moi, je leur dis, quand tu dis d'humaniser, c'est d'enlever la peur de... Moi, je leur dis, l'échec, là, ça va être l'expérience qui va nous amener à autre chose. Mais il faut que je l'assume après puis que je ne le remette pas sur le dos, là. Tu comprends? Il faut que j'assume. Donc, c'est un échec, c'est l'expérience qui m'amène ailleurs. That's it. Et ça fait partie des façons, je pense, d'humaniser puis d'enlever le too much la pression, la lourdeur. Oui, exactement. L'obligation de réussite. Exactement. Parce que ça peut être lourd aussi. Se mettre trop d'objectifs de croissance
parfois irréaliste, là. Oui. Surtout en ce moment. Ben, on en ce moment, contrôle là, pas tout. est... Hein? Ouais, non, c'est ça. Oui, fait que, non, mais c'est vrai. Puis je trouve que ce que tu dis, ça apporte beaucoup. Totalement, il faut arrêter de chercher la perfection. Il faut faire du mieux qu'on peut. Moi, je dis souvent à notre monde, soyez toutes là. Soyez là. Quand vous êtes ici, soyez là. Quand vous êtes chez vous, c'est terminé. Mais juste d'être là, puis de regarder ce que tu as à faire, puis oui, de prioriser, mais d'arrêter de chercher... Mais justement, Élisabeth, le être là en ce moment, il est très fragile. Il est plus fragile, en effet. Mais moi, je pense que il faut donner du temps, il faut donner de la souplesse, mais en même temps, s'ils ne sont pas là quand ils doivent être là, c'est difficile quand ils sont chez eux aussi d'être 100% chez eux. Donc, il faut être compréhensif, il faut être à l'écoute, mais en même temps, je pense que chacun doit y mettre un peu du sien aussi pour... Oui, puis reconnaître chacun personnellement. Je pense qu'on a besoin de chacun, mais en même temps, sentir, on est déjà chacun chez nous en Zoom depuis 2 ans, là. Sentir l'équipe, là. Moi, vous dire ce qu'on a vécu en équipe, mettons que je prends en direct de l'univers, je pourrais prendre les autres émissions aussi, ça n'a pas de sens ce que ça a fait sur la santé mentale. Tu comprends? D'être une équipe, de se sentir une famille, de voir qu'on rentrait ensemble en famille, c'est ça, il y a une appartenance de ça. Je pense que ça fait une différence actuellement. Une autre question qui nous arrive, avez-vous une éthique de travail? On a des valeurs, on a parlé un peu de certaines des valeurs que vous aviez au sein de vos entreprises. L'éthique de travail, pour toi, France, ça veut dire quoi? L'équité. Beaucoup l'équité. Moi, je fais partie de ceux qui ont eu à lever le bras puis dire qu'elle valait autant qu'un homme. Je suis dans ces années-là. Je ne sais pas si toi, tu as eu à le faire, mais moi, j'ai eu des petites surprises. Alors maintenant, je ne demande pas un salaire, je demande l'équité. Fait que ça met un peu tout le monde dans le trouble des fois, au sens où je demande, c'est ça. Donc oui, pour les employés, évidemment, l'équité, la justice, évidemment. Je veux qu'ils nous voient comme justes. J'aimerais ça juste. Évidemment qu'on n'a pas... on n'a pas la vérité, là, mais j'aimerais ça qu'ils pensent que c'est juste, que c'est entendu que c'est juste, que quand on ne peut pas, c'est parce qu'on ne peut pas. Oui, c'est ça. Oui. Élisabeth? Bien, ça se ressemble à l'éthique de travail. C'est... je peux difficilement demander à quelqu'un de faire des choses que je ne ferais pas moi-même. Hein. Donc, d'être assez... c'est galvaudé, mais assez authentique, assez vrai aussi pour que les gens comprennent... qui je suis, où est-ce qu'on va, puis que je vais toujours être là pour mettre l'épaule à la roue, pour aider, pour amener le projet plus loin. Mais sinon, oui, l'éthique, la justice, chez nous, la collaboration, puis d'améliorer son savoir-faire, d'être là pour... c'est ça, d'être là pour les bonnes raisons. Fait que Quand tu vois ton implication, je trouve ça beau ce que tu dis. C'est quand on a fait Michel Louvain pour donner cet exemple-là, tu sais, je savais que je poussais une équipe vraiment au max le lendemain matin. Et j'ai passé la nuit debout comme d'autres pour arriver à ça. Je pense qu'il faut... C'est ça. On ne fait pas ce qu'on ne voudrait pas se faire faire. Là, exactement. Parlons de nuit. C'est une question personnelle. Ah oui. Mais... Combien d'heures vous dormez? Oui, combien d'heures dormez-vous? Dors-tu, Isabelle? Écoute, c'est difficile. On a poqué un petit peu à TV, mais oh là là! Comment vous arrivez à avoir un sommeil réparateur et surtout un nombre d'heures? France, dors-tu? J'ai pas besoin de temps, ça aide. Non, mais il y a toujours bien mis. Je le sais, mais je dors pas assez. Je dors pas assez, puis c'est ça. Je dors pas assez, c'est là où ça mijote, c'est là où tout s'arrête. Donc, c'est là où je deviens, tu sais, ça devient créatif aussi, ça devient... je dors pas assez, je te mentirais pas. Ouais. Combien d'heures, mettons? 6. Mettons 6, ouais. Je fonctionne à 5. Mais c'est ça, je sais que c'est pas assez. C'est pas un modèle, ça. À qui je m'adresse, là? C'est pas un modèle, ça. On est tous pareils. Vous me direz où on devra faire. C'est peut-être un article à faire, ça. Les femmes et le sommeil, parce que c'est quelque chose. Élisabeth? Moi, j'ai besoin de dormir. Oui. Parce que je peux être bougon si je dors pas assez. Mais je fais de l'insomnie. C'est pas toutes les nuits, c'est pas régulier. Mais oui, moi, j'ai le modus de défaut. Je m'endors une quinzaine de minutes, puis là, si je me réveille, c'est final. Donc, on va partir un club? Oui, et puis ça peut être long, hein? Ça peut être bien, bien long. Fait que j'ai le temps de lire bien des choses, de faire bien des dossiers. Est-ce que vous amenez votre bureau dans votre chambre à coucher? Non. Faites pas ça, vous? Non, mais je suis obligée de dire que j'écoute des entrevues ou j'écoute des... Tu sais, pour me dire que je vais me rendormir avec ça. Pareil comme si j'allais me rendormir avec... c'est ça. Non, exact. J'échoue.
Ouais. Moi, j'ai une règle maintenant que j'ai développée. Je refuse de parler d'argent après les nouvelles de 10 heures. Ah, c'est bon, ouais, ça. Parce que sinon, je dors vraiment pas. OK. Chacun ses règles dans la vie. C'était mon petit conseil de la journée. Il y a Isabelle Marcotte, qui est vice-doyenne à la recherche, Faculté des sciences, Université du Québec à Montréal, qui nous pose une question. Quelle est l'importance pour vous de faire du mentorat auprès des étudiantes en gestion ou en sciences à l'université? Plus largement, je dirais même, mais Isabelle est à la Faculté des sciences. Est-ce que vous croyez que ça pourrait avoir un impact sur le nombre de femmes qui sont chefs d'entreprise? Est-ce que vous en faites, Elisabeth? Est-ce que tu en fais avec ta sœur, Hélène, du mentorat? Oui. En ce moment, j'en ai pas, mais j'en ai... Bien, en ce moment, c'est difficile. Oui, c'est ça. Mais dans les 10 dernières années, j'en ai toujours fait. On le disait tantôt, de prendre le téléphone puis d'appeler. Moi, je ne suis pas la bonne personne pour faire ça, prendre le téléphone puis appeler une autre chef ou un autre chef d'entreprise. Je ne l'ai pas fait bien souvent. Mais ça m'est arrivé souvent que des jeunes m'appellent puis je dis toujours oui. Je dis OK, bien, on va aller prendre un café. Tu m'exposes ton projet. Puis, bien, il y a des personnes là-dedans que je dis bien oui, écoute, je pense que je peux t'aider un peu. Fait que je suis. Tu sais, c'est beaucoup d'écoute, hein, c'est souvent ça. Mais on dit tout le temps, là, mais ça te donne autant, oui, que toi, tu donnes. Là. Ouais. C'est vraiment le fun. Puis oui, ça fait une différence. Je suis certaine que ça fait une différence pour les gens, mais ça fait une différence pour moi aussi. C'est comme un petit drive, un petit moteur de plus. Là. Oui. Ça nous confronte ou que ça nous confirme parce qu'on est obligé de répondre aux questions. Oui. Nous aussi, on dit à peu près jamais non à des stagiaires aussi, puis à tous ceux qui... C'est aussi moi, au-delà du métier, j'aime raconter ce qu'on m'a passé. Comme, tu sais, je pense, entre autres, à, tu sais, on a plein dans ce milieu-là, des femmes, tu sais, des Dany Meloul, des Dominique Chaloux, des, tu sais, qui sont passées puis qui nous ont donné des... Dominique Chaloux, entre autres choses, quand j'ai accouché de mon bébé biologique, j'avais adopté juste avant, donc en 14 mois, j'en ai eu 2. Donc, je l'ai rappelé en disant, je ne vais pas faire le talk show l'été prochain. Juste parenthèse, Dominique Chaloux, productrice, qui a déjà été en charge, donc qui a été patronne à Radio-Canada. Voilà. On est entre nous, hein? Moi, j'ai compris le principe du réseautage, là, alors il n'y a pas de... Donc, je l'appelle pour lui dire, écoute, je pourrais pas faire le talk show, c'est pas possible, j'ai 2 bébés, mon chum en a 2 autres, c'est juste pas possible. Puis elle m'a dit là, non, moi je sais ce que c'est. Là, tu vas raccrocher et tu vas me rappeler juste 2 semaines avant de commencer. J'ai fait, ça n'a pas de bon sens, là. Tu vas me dire, je vais me sentir coupable, là. Ça n'a pas de bon sens, je peux pas. Elle m'a dit, non, là, tu es en baby blues ou tu es dans une réflexion, je te comprends, je veux pas t'entendre avant 6 mois. Tu me rappelles, j'ai dit, non, je veux pas. Elle dit, c'est ma responsabilité. Je suis patronne, c'est ma responsabilité et sans aucune culpabilité, tu pourras me dire 2 semaines avant que tu ne reviens pas parce que tu es en congé maternité et que tu ne peux pas. Et ça, moi, j'ai toujours... Tu sais, quand on disait humaniser les choses, ça fait partie de ce que je raconte quand des jeunes débarquent en disant on peut adapter. On peut adapter les choses. Quand, tu sais, ça a toujours été fait de même, bien, ça pourrait arrêter d'être fait de même. Donc, comment... On peut toujours changer les façons de faire. Toujours. La rigidité, là, ça n'amène pas... La rigidité, exactement. Je suis tellement d'accord. La rigidité n'est pas une valeur à adopter dans l'entreprise. Non. C'est ça. Non. Anne-Marie Leclerc, associée VP Innovation, nous pose la question. Les organisations subissent la pression publique d'être plus responsables au plan social, environnemental. Les dirigeants ont souvent du mal à prendre le virage responsable pour devenir de meilleurs citoyens corporatifs. Des fois, ce n'est pas toujours évident. Il y a des coûts associés à ça. Oui. Est-ce que vous pensez, c'est la question qu'elle vous pose, que les entreprises dirigées par des femmes ont plus cette sensibilité-là, sont plus engagées à répondre à cet immense défi? Ça a toujours été inné chez nous. C'est par le fait que, des huiles moins transformées, des produits moins transformés, essayer d'être près du consommateur, essayer d'être près de certaines sources d'approvisionnement. Bon, on comprend que pour l'huile d'olive, c'est pas possible, mais pour certaines choses, ça l'est. Comme je le disais tantôt, les employés, d'être bien humains dans tout ça. On est en train, en ce moment, ça fait des années qu'on y pense, puis on n'avait pas mis ça de l'avant, mais avec la pandémie, il y a des choses, des fois, là, on ressort ça. Donc, on est en train de compléter notre certification B Corp, qui est une certification internationale, justement, sur la responsabilisation ESG des entreprises, sociale des entreprises. Donc, on fera partie des quelques milliers, là, parce que c'est peut-être 4 000, 5 000 entreprises dans le monde qui ont cette certification-là où, finalement... Ce qui n'est pas beaucoup, hein? Pas encore beaucoup, non. Donc, oui, fait que pour nous, c'est important. Wow. Bravo. ESG, là, c'est vraiment
les 3 lettres d'avenir. Ouais. Ouais, Environnement, absolument. social et gouvernance aussi. Oui. Donc, ça va avec l'éthique dont on parlait tout à l'heure, Absolument. France. Bien, on a cette conscience-là, évidemment. On fait tout ce qu'on peut, je pense. En tout cas, puis tout le monde se le rappelle. Il y a vraiment ça. Je dirais pas que c'est plus féminin que masculin. Par contre, dans notre domaine à nous, je pense que je vois autant des gars qui ont cette conscience. Oui, mais je pense que la question des coûts est centrale en matière de SG, puis il va falloir faire des investissements, puis il va falloir être soutenu, je pense, comme entrepreneur pour investir un petit peu plus là-dedans. Oui. On a Anna Marinescu, qui est directrice de l'initiative Femmes de la Banque Scotia, qui demande... D'abord, elle félicite tout le monde. Elle dit bravo pour tout le monde. Isabelle Hudon nous rappelle l'importance de mesurer. Que visez-vous pour la 4e édition en 23? Combien de femmes devraient oser déposer, comme souligne Séverine? Quoi faire pour atteindre et surpasser nos objectifs ambitieux ensemble? C'est une question pour nous toutes, à Première en Affaires, les gens du palmarès aussi, les femmes du palmarès. Mais je vous la pose à vous aussi, puisque vous avez posé votre candidature. Comment faire un pitch pour celles qui veulent le faire l'année prochaine ou celles qui disent « je veux changer de catégorie », Elisabeth? Bien, je pense qu'on peut peut-être prendre le téléphone et en appeler. On en connaît des femmes d'affaires qui ne sont pas nécessairement dans le palmarès. Ouais. Donc, peut-être juste poser chacune la question. Qui est-ce que je pourrais appeler pour dire « Go, vas-y, pose ta candidature », puis on passe de 110 à, je ne sais pas, peut-être 150. Visons un objectif gros. Ouais. Moi, je dis juste... Tu vois, tu n'y étais pas l'année dernière. Ben non, pas du tout. Je suis l'exemple de, mais faisons-nous confiance, osons, risquons. Ayons pas peur de se péter à la gueule. C'est quoi se péter à la gueule? C'est quoi un échec? C'est quoi? Essayons quelque chose. Voilà. C'est le mot de la fin, on pourrait dire ça comme ça. Merci beaucoup. Merci à toi, Isabelle. C'était fabuleux. C'était vraiment intéressant. Vraiment, franchement intéressant. On apprend plein de choses. C'est le fun d'échanger. Vous êtes des personnalités tellement attachantes aussi. Puis je pense que vos équipes doivent être très fières de vous deux et de toutes les femmes qui font partie de notre palmarès. Merci beaucoup. Merci France Baudouin. Merci beaucoup Elisabeth Bélanger. Merci à Isabelle Hudon de la BDC. Merci beaucoup Catherine Sanson de la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Merci franchement à tous les partenaires. Vous avez vu les capsules. Je vous remercie au nom de Première en Affaires, de toute l'équipe, la rédactrice en chef, Déborah Lévy, bien sûr, l'équipe, Valérie, Mélanie, au bureau, virtuel, parfois en présentiel. On espère qu'on va être en présentiel l'année prochaine pour notre 4e édition de ce palmarès. Et vous allez en entendre parler. Moi, j'ai envie de vous dire, échangez ça. Là. D'abord, allez le chercher. Si vous ne l'avez pas reçu, allez l'acheter en kiosque qui va être disponible dès vendredi. Dans toutes les bonnes pharmacies. Dites aussi à vos consoeurs de s'abonner à Première en Affaires. On est vraiment là pour faire rejaillir le succès de nous toutes sur toutes celles qui souhaitent être plus au courant de ce qu'on fait, de ce que font les femmes entrepreneurs. Mais plus largement, comme je vous le disais, la mission de Première en Affaires, c'est le succès au féminin. Alors, il faut le dire aux plus jeunes aussi. Moi, j'ai dit à mes filles... C'est bon, oui. Et elles suivent ça, c'est important. Il faut s'occuper de nos affaires, sinon quelqu'un va s'en occuper pour nous autres. Je tiens aussi à vous rappeler que nous avons, dans la catégorie échange, émulation, modèle à suivre, bien, on vient de faire des balados qui va être lancé le 8 février prochain. Ça s'intitule « Déterminé ». J'ai interviewé des femmes qui sont en affaires, qui sont dans notre palmarès, qui nous parlent de leur expérience au quotidien. On parle aussi de façon un peu plus pointue de croissance, de chaîne d'approvisionnement, d'argent. Elles parlent aussi de la façon dont elles gèrent leur rôle de mère, de femme d'affaires, de femme en général. La charge mentale est toujours là et à considérer. Alors, je vous encourage, dès le 8 février, de toute façon, vous aurez de nos nouvelles. En mon nom, Isabelle Maréchal, éditrice de Première en Affaires, et au nom de toute l'équipe, merci beaucoup d'avoir été là et à très, très bientôt.